Demander, dans un premier temps, de me dire votre prénom, votre nom, votre date et votre lieu de naissance. Vous filmez là? Oui. Ah bon. Alors, je m'appelle André Chomant. Mon nom, avant celui-là, était Chomantowski. Et je suis né à Varsovie en 1926, le 10 octobre. Arrivé en France à l'âge de 3 ans, à peine, en 1929. Et nous avons donc vécu avec notre famille à Paris. J'étais à l'école également à Paris. Et nous avons voulu, pendant la guerre, passer la ligne de démarcation où nous avons été dénoncés par le passeur. Nous étions une famille de 8 personnes et mon père et moi, on est revenus de déportation et un frère aîné qui a combattu dans les rangs du général de Gaulle. Tout le reste de ma famille a été exterminé. Alors, on va évoquer ces différentes époques de votre existence et peut-être en commençant par une question qui, au fond, a trait à ce que vous avez déjà mentionné. Il s'agit des origines de votre famille. Est-ce que vous savez, est-ce que vous vous souvenez de ce que faisaient vos grands-parents dans la vie, de l'endroit où ils vivaient, de l'endroit d'où ils venaient? Alors, je sais que ma famille venait de Varsovie, dans un quartier qui s'appelait Praga. Je crois que ça existe toujours. J'ai su ensuite que mon père faisait du théâtre en cachette parce que c'était mal vu à l'époque par ses parents, les saltimbanques qui n'étaient pas très très bien vus. Et il le faisait en cachette parce qu'il aimait ça. Lorsqu'il s'est marié, il a ouvert une boutique de cuir et crépin à Varsovie. Et on lui cassait les carreaux, il y avait toujours des antisémites qui lui faisaient une vie infernale, et il a décidé de partir aux États-Unis. Et pour partir aux États-Unis, il devait prendre le bateau, je crois, au Havre, et il a rencontré 2 frères qu'il avait à Paris. C'était une des raisons pour lesquelles il s'est arrêté à Paris. Et les frères l'ont persuadé de rester à Paris au lieu de repartir à New York. Et c'est ce qu'il a fait. Et au bout d'1 an, il a fait venir toute sa famille. Ma mère et mes 3 frères. Alors, donc, si on se penche un peu sur votre famille, les raisons qui font que votre famille décide de partir, c'est l'antisémitisme. Absolument. Absolument. Il n'y avait plus moyen pour mon père de travailler. Il y avait un antisémitisme énorme. Et de tous côtés, et c'était pas possible de continuer à vivre de cette manière-là, surtout quand on a fondé une famille et qu'on a des enfants. Et est-ce que vous savez d'où étaient vos grands-parents du côté maternel et paternel et qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie? Alors côté maternel, il s'appelait Gyps et on m'a dit que le grand-père avait une fabrique de briques en province. Je ne peux pas vous dire où exactement. Voilà, c'est tout. Et du côté paternel, vous avez une idée? Côté paternel, non. Je ne sais pas. Donc combien vous aviez de frères et de sœurs dans la famille et quand ils sont nés? Alors, le plus grand, le plus âgé, est né en 1917. Ensuite, Henri en 1923. Moi en 1926, mon frère Jacques en 1929 et le plus petit en 1937. Il a donc été déporté à l'âge de 5 ans et il a été mis en prison à l'âge de 5 ans. Est-ce qu'on peut décrire, là encore, en restant un moment auprès de votre famille, est-ce qu'on peut décrire cette famille? S'agit-il d'une famille unique? Quelle est l'éducation que vous transmet votre père, votre mère? Comment ça se passe dans la famille? L'éducation principale, c'est d'avoir une famille de travailleurs. Moi, je voyais mon père très courageux, partir le matin de très bonne heure et rentrer le soir très tard. Que nous le voyons pratiquement pas. Mais
Il travaillait énormément et à chaque fois, au cours des années, on avait de plus en plus de confort, de plus beaux vêtements, de la nourriture meilleure, etc., un logement meilleur également. Le métier de mon père était boutonniériste et il avait un atelier situé au 145 de la rue de Belleville, à Paris 20e, 19e, pardon. Donc la date de l'installation à Paris précisément, c'est 1929. 1929. Lui était là déjà depuis 1928. Est-ce qu'on peut évoquer également la pratique religieuse dans votre famille? Nous n'étions pas des spécialement religieux, mais on pratiquait les coutumes. Dans les grandes fêtes, nous allions à la synagogue, effectivement. J'ai préparé ma bar mitzvah, et au moment où je devais la faire, malheureusement, la guerre a démarré et je n'ai pas pu faire ma bar mitzvah. Donc vous faisiez les principales fêtes religieuses, hein, c'est ça? C'est ça. Et quel est l'état des liens avec la vie communautaire et comment vous décririez ça? Est-ce que c'est plutôt le judaïsme ou est-ce que c'est plutôt les immigrés de Pologne ou est-ce que c'est le quartier parisien où vous vivez? Qu'est-ce qui fait la vie? Un peu de tout. Un peu de tout parce que en tant que boutonniériste, il recevait donc des confectionneurs à façon qui lui apportaient les vêtements pour faire ses boutonnières. Donc il connaissait un peu tout le monde. Et lorsqu'il y avait des rencontres, souvent ça se faisait chez nous. Mais il y avait une communauté qui se tenait très très bien à cette époque-là. Donc, dans ce milieu. Vos principaux amis, fréquentations, ils sont issus de quel milieu et c'est quelles origines? En général, d'origine polonaise et askénaze, mais la première chose, c'était la famille. Comme il avait 2 frères, on se voyait régulièrement. Il y avait des cousins également, et on se voyait régulièrement. C'était principalement cela. Mais à part la famille, nous avions effectivement de très bons amis. Quelle langue parle-t-on à la maison? Alors, on parlait le yiddish. Parfois, mes parents, pour qu'on ne comprenne pas, parlaient le polonais. Mais c'était surtout le yiddish. Souvent, nos parents nous demandaient de parler en français parce qu'ils voulaient apprendre la langue. Et de ce fait, on était tout fiers de leur apprendre le français. Donc, parlons un peu de l'école. À quel moment vous entrez à l'école? Dans quelle école? À quel endroit? Alors, du fait que mes parents ont travaillé, nous étions très rapidement mis à l'école. J'allais la première fois dans une école maternelle de la rue de Tourtil. Ensuite, dans une école de la rue Rampeneau. Nous n'habitions pas loin de la synagogue de la rue Julien-Lacroix. De ce fait, souvent, nous allions également à rue Julien-Lacroix. Et puis, c'était surtout l'école communale. Alors, quand vous dites rue Julien-Lacroix, qu'est-ce que c'était? C'était une institution? C'était une synagogue. Une synagogue. Et là, vous suiviez aussi des enseignements? On s'amusait surtout sur le toit. Il y avait un toit où les enfants pouvaient s'amuser. Mais par contre, obligatoirement, on suivait parfois les prières des grands, ou quand mon père était à la synagogue, on allait souvent le voir, effectivement. Est-ce que vous participez à des activités collectives, à des mouvements de jeunesse à ce moment-là? Non. Donc, vous arrivez à Paris en 1929. Évidemment, les années 30 sont des années aussi troublées en France. Il y a 1934, par exemple. Il y a le Front populaire, 1936. Il y a les tensions autour de la guerre d'Espagne. Au moins autant que vous vous souveniez, est-ce que votre famille perçoit la situation politique? Vous avez mentionné l'antisémitisme en Pologne, par exemple. Est-ce que vous percevez des signes d'antisémitisme? Est-ce qu'on en parle à la maison, par exemple, dans le contexte parisien?
En fait, nous habitions un quartier dit antisémite. Le 19e et le 20e, et surtout le 20e, était un quartier antisémite. Je m'excuse. Et lorsque nous allions à l'école, on nous traitait de sales juifs. Et souvent, j'étais dans une école qui était l'école de la rue Levert, et juste à côté de la rue Levert, pour partir, souvent, nous devions monter les marches. Et en haut des marches, toujours des voyous qui nous attendaient avec des galoches remplies de clous, etc. Parce qu'à l'époque, on avait des clous pour ne pas user le cuir des chaussures. Et c'était des bagarres sans fin. C'était tous les jours comme ça. C'était assez difficile. C'est une des raisons pour laquelle j'ai changé de nom aussi par la suite, après la guerre, lorsque mes enfants sont nés. Mais ça m'a perturbé dans mes études. Et dans toute ma vie, en fait. Et ça, c'est quelle époque? C'était 35, 36, 37. C'est ça, vous avez à peu près une dizaine d'années, pas encore 10 ans. C'est 10, 11 ans, oui. Et c'est resté ce sont des souvenirs. C'est resté, oui. Est-ce que vos frères et sœurs sont aussi témoins des mêmes épisodes? Oui, j'ai Jacques qui avait 2 ans moins que moi, non 3 ans moins que moi. Je devais l'attendre justement en haut des marches pour que lui ne se fasse pas battre par des voyous ou agresser. Et donc lui est témoin, les autres travaillaient, donc ne le voyaient pas, cela. Ce qu'ils voyaient, c'était des fois des vêtements déchirés ou un œil au beurre noir. Et vous en parlez avec vos parents, tout ça? Mais ils étaient un peu au courant. Ils savaient que l'antisémitisme était autour d'eux. Il fallait vivre avec. On ne pouvait pas faire autrement, de toute manière. Est-ce qu'on parle de politique dans la famille? Non, mon père... il y avait 2 journaux avant la guerre. L'un communiste, l'autre socialiste. Et puis mon père, pour se donner une opinion, il achetait les 2. Mais je crois qu'il avait une opinion, bien sûr, un peu à gauche. Il n'a jamais été communiste, plutôt socialiste. Et alors, vous mentionnez ces 2 journaux. Ce sont 2 journaux vous vous souvenez des titres de ces journaux? Il y en a un qui s'appelait In the Wort et l'autre Naïe Pressé. Mais je serais incapable de vous dire lequel était communiste, lequel, je ne m'en souviens plus. Et ils sont en quelle langue? Ils étaient en yiddish. Est-ce que quand vous dites votre père était socialiste, ou disons plutôt dans cette mouvance, est-ce qu'il a des contacts avec des mouvements internationaux, sionistes ou bundistes ou... Pas du tout. Pas du tout. Donc, parlons donc de l'école. Quels sont vos premiers souvenirs scolaires et qu'est-ce que vous attendez de l'école? Qu'est-ce qui vous plaît à l'école? Quelles sont les matières que vous avez plaisir à étudier? Toutes les matières, parce que j'aimais bien découvrir. La seule chose qui m'emballait pas tellement, c'était l'histoire ancienne, parce que je pensais qu'elle ne me servirait pas. Mais autrement, toutes les matières j'étais concerné par toutes les matières parce que je suis un curieux de nature. Et est-ce que vous étudiez les langues étrangères? Non. Donc, au fond, comment vous décririez l'enfant que vous étiez, Monsieur Chaument? J'étais un enfant calme, pas du tout bagarreur, mais quand il le fallait, je le faisais. Mais j'étais plutôt un enfant calme, tranquille, sans histoire. Et je voulais pas en faire du fait que mes parents travaillaient très dur et je savais que quand j'arrivais avec une chemise déchirée ou des vêtements ou quoi que ce soit, c'était des dépenses supplémentaires pour eux, ça m'embêtait. Donc, parlons là aussi de la perception que vous, comme enfant, avez de l'histoire et de la perception de l'histoire dans votre famille. Est-ce que vous vous souvenez donc du contexte de la drôle de guerre? Vous savez, je crois que si par exemple
on avait eu des échos d'Allemands qui revenaient d'Allemagne en nous disant il y a des camps de concentration, etc. Et personne ne voulait les croire parce que c'était tellement inhumain qu'on ne pouvait pas penser qu'un pays comme l'Allemagne, qui était un des pays les plus modernes d'Europe avant la guerre, puisse faire des choses pareilles. Donc on n'y croyait pas tellement. Et parmi les journaux, les deux journaux dont je viens de vous citer, il y en avait très peu qui vraiment, en première page, disaient aux Juifs, faites attention, il faut se sauver parce que c'est pas possible. Eux devaient le savoir, mais j'ai jamais eu d'écho de ce genre-là. C'est-à-dire que la date fatidique de 1933, janvier 1933 en Allemagne, par exemple, ça reste pas forcément une date clé dans l'histoire de votre... Non, je crois que la date clé, c'était surtout 1938, parce que c'était l'arrivée des Allemands venant d'Allemagne. Je crois que c'était là que, comme on a commencé, enfin les Juifs en général, ont commencé à se rendre compte que quelque chose n'allait pas. En fait, 1938, c'est effectivement une date clé parce que c'est la nuit de cristal, le 9 novembre 1938, mais aussi quelques semaines avant, il y a Munich. C'est ça. Est-ce que laquelle de ces deux dates vous paraît le... Non, c'est surtout la nuit de cristal parce que Munich, à part ceux qui étaient près de la politique et qui s'y intéressaient beaucoup, pouvaient comprendre que Munich, c'était un leurre. Mais autrement, tout le monde avait l'espoir, en règle générale, la majorité des gens avaient l'espoir de la paix et malheureusement, elle n'est pas arrivée. Donc en 1938, vous avez une douzaine d'années et quand est-ce que votre père et votre mère évoquent la situation internationale dans la famille en disant, bon voilà, peut-être que notre vie va changer? En 1940, 41, lorsque mon père a eu un commissaire aux questions, nommé par le commissariat aux questions juives, et où il devait marquer atelier juif, etc. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'on était un peu enfermé, qu'on était un peu prisonnier de ces Allemands. Et je crois que c'est là que vraiment ça s'est déclenché, qu'il y avait de l'alarme. Donc en fait, ça serait à partir des lois anti-juives que vous... Oui, quand on a vu que le gouvernement français laissait tout tomber et qu'en fin de compte, ce sont les Allemands qui gouvernaient et que les Allemands étaient contre les Juifs, donc toutes ces lois qui venaient les unes après les autres étaient contre les Juifs et de ce fait, il était normal que on crie au casse-cou, quoi. Où se trouve votre famille? Où êtes-vous au moment de la drôle de guerre, au moment de 1939? Alors en 1939, nous avons évacué Paris pour aller au Sable d'Olonne. On a atterri au Sable d'Olonne, où mon père s'est engagé volontaire à La Roche-sur-Yon. Et puis il n'a pas été appelé parce qu'il était trop vieux à cette époque-là. Ensuite, nous sommes restés donc environ un an au Sable d'Olonne et nous sommes revenus à Paris en 1940. Vous avez connu l'exode en 1939. Dans quelles circonstances vous avez quitté Paris? Nous avons pris le train pour les Sables d'Olonne. En général, pour nous, à l'époque où j'étais quand même assez jeune, je pensais surtout aux vacances. Je pensais pas tellement à la guerre. Et quand on est arrivé au Sable d'Olonne, pour moi, c'était vraiment des vacances. Je me souviens que lorsque mon père est arrivé, il regardait la mer, il a dit que c'était un autre monde. C'était la première fois qu'il voyait la mer. Et vous aussi? Non, moi j'avais fait les colonies auparavant, à Berck, où j'avais déjà vu ça. Donc les colonies de vacances, c'est ça? Les vacances juives, oui. Ah. C'était quel organisme qui organisait les colonies? C'était la rue Amelot. C'était la colonie scolaire. Il y avait deux organismes. Il y avait la colonie scolaire et pour nos enfants. Là aussi, ça devait être, je mets entre parenthèses, peut-être côté communiste ou socialiste, je ne sais pas. Donc, vous avez des souvenirs d'amitié ou de copains de cette époque de votre enfance? Non, j'avais simplement des souvenirs de séparation avec mes parents,
donc pas très agréable, mais par contre, le sable, la mer, etc., compensaient un petit peu. Vous mentionnez donc une installation, l'histoire d'une installation en France. Quel était le statut de votre famille, de vos parents quant à la nationalité française avant la guerre et au seuil de la guerre? Alors, avant la guerre, nous avons demandé la naturalisation française. On en a fait la demande. Je me souviens que on nous avait demandé un don pour faire un jardin qui s'appelait, je crois, dans le 19e, le Petit Chapon Rouge, où mon père avait donné un don assez important pour peut-être accélérer le processus de naturalisation. Puis ça n'a rien donné, la guerre s'est déclarée. Et bon, mais après la guerre, on a été naturalisé assez facilement. Le changement de patronyme, ça intervient dans votre vie après la guerre? Après la guerre, au moment où au moment de la naissance de mon premier enfant. Donc on en parlera peut-être un peu plus tard. Je voudrais qu'on parle donc des premières mesures anti-juives de l'automne 1940 et comment ça se manifeste dans votre existence familiale. Alors en fait, toujours à cause de mon âge, je sortais avec des copains et il y avait le couvre-feu, donc il fallait absolument rentrer très vite le soir. Je crois que c'était 8h30, pas plus tard. Donc ça nous perturbait un peu. Mais autrement, on était quand même à cet âge-là des enfants. Donc on avait des réactions d'enfants. Je ne peux pas dire que je m'intéressais beaucoup à la guerre à l'époque. Est-ce que vous portez l'étoile? À quel moment? Oui. Au moment, j'ai plus la date exacte, mais au moment où nous avons été obligés de porter l'étoile, oui, je l'ai portée. Et je ne peux pas dire, lorsque je prenais le métro ou même dans la rue, je ne peux pas dire qu'il y avait des actes d'antisémitisme à ce moment-là, du fait de cette étoile. Vos souvenirs du Paris occupé, est-ce qu'il y a des points saillants, est-ce qu'il y a des choses qui vous sont restées de cette période? Les queues devant les magasins, où on aidait, j'aidais ma mère à faire la queue quand elle faisait la queue chez le boucher, moi je faisais la queue chez le crémier, etc. Et on essayait de se débrouiller comme ça, mais c'était toujours, il y avait cet handicap, donc cette queue pour essayer de trouver du ravitaillement. Les alertes où nous devions descendre avec les masques à gaz dans le métro. Autrement, rien de très spécial. Ah si, quand même, la soupe populaire que les Allemands donnaient dans tous les coins de rue. Et les Français disaient que les Allemands étaient très corrects. Ça m'avait choqué. Ils ne se rendaient pas compte que c'était leurs pommes de terre et leurs légumes qu'ils payaient avec un rationnement. Mais enfin... Alors, est-ce que vous avez souvenir de ce qui se passe au cours de l'été 1942? Alors, nous avons décidé de partir donc à Lyon, où le frère de ma mère était installé, et nous avons commencé à envoyer par la SNCF, je crois qu'elle s'appelait pas la SNCF à cette époque-là, des colis pour nous préparer à partir en zone libre. Alors, juste, je vais faire une petite incise là-dessus. On va revenir à ce que vous êtes en train de dire. Vous vous trouvez à Paris pendant les grandes rafles des 16 et 17 juillet 1942. Oui, il s'est passé un phénomène. Lorsque il y avait une usine pas très loin de chez nous, une usine qui fabriquait des manteaux imperméables pour l'armée motorisée allemande, et ils avaient besoin de machines à boutonnières. Ils ont donc demandé à notre gérant d'installer ces machines dans leur atelier. À l'époque, ces machines tombaient souvent en panne, assez souvent, et il fallait les réparer. Donc ils ont demandé à mon père et à mon frère, qui travaillaient ensemble à ce moment-là, de venir avec les machines dans l'usine pour continuer de travailler. Et le directeur de l'usine, un jour, nous a dit « Ne rentrez pas chez vous, évitez parce qu'il va y avoir une grande rafle ». Et mes parents, ne sachant pas où aller, il leur a proposé de les garder dans un réduit à balai dans l'usine même.
Donc c'est ce que nous avons fait. Nous sommes tous partis dans l'usine, dont on a fermé la porte à clé, et nous sommes restés quelques jours dans ce réduit. Le matin, de bonne heure avant l'ouverture de l'usine, on prenait un peu d'air et nos besoins, et le soir également. Mais dans la journée, on restait, même mon frère, il avait à l'époque 5 ans, ne bougeait pas et ne parlait. On se parlait uniquement par écrit. Ça a commencé à intriguer quand même les ouvriers de l'usine parce que c'était un débarras qui était toujours ouvert et là il était fermé, ça a commencé à les intriguer et à ce moment-là le directeur a dit je peux plus vous garder longtemps là, à cet endroit-là, dans ce réduit parce que ils s'aperçoivent de quelque chose de pas normal. Alors nous sommes partis donc de ce réduit et ça devait être à peu près vers le 20 juillet. Donc la rafle avait déjà eu lieu et on a essayé donc de trouver un passeur. Et malheureusement, on a eu énormément de mal à trouver un passeur jusqu'au jour où on en a eu un qui nous a dénoncés au moment du passage à la Guerche, pas loin de Bourges. Donc en fait, après ce 20 juillet, c'est à quelle époque? C'est début août, votre passage? À peu près, oui, puisque nous avons été arrêtés le 4 août 1942. Donc le passage devait être le 3 août à peu près, la veille. Comment vous aviez identifié cette personne? Par quelle chaîne? Oh, c'était un ami d'un ami d'un ami qu'on connaissait pas du tout. Donc toute la famille, hein, Toute la famille, absolument. Il y avait un changement à Nevers. On a repris donc un autre train à Nevers et le passeur nous a dit surtout ne bougez pas de ce wagon parce qu'il y a une personne qui viendra vous chercher à la Guerche. Et lorsque nous sommes descendus à la Guerche, devant nous, il y avait la fête de gendarmerie. Donc cet homme, vous aviez eu quels échanges avec lui pendant le voyage? Pratiquement pas. Il disait rien. On l'a même pas vu, il était même pas resté dans notre wagon. Il nous a simplement dit vous bougez pas de là, et je sais même pas s'il est resté dans le train lui. Quand vous évoquez cette fête gendarmerie, ils sont de quelle nationalité? La fête gendarmerie, ce sont des soldats allemands, des gendarmes allemands, qui nous ont gardés dans une grange pas loin de la gare, la nuit. Le lendemain matin, ils nous ont interrogés. Et l'officier nous a remis aux gendarmes français. Et les gendarmes français nous ont fait prendre le train jusqu'à la prison de Bourges, où nous avons tous été enfermés, y compris mon frère de 5 ans. Est-ce que toute la famille a été unie pendant toute cette période ou est-ce Absolument. Nous avons eu la chance de les retrouver à la prison de Bourges. On n'avait pas de contact, mais à Pithiviers, lorsqu'on a été évacué sur Pithiviers, j'ai retrouvé ma mère et mon petit frère. Ensuite, ma mère et mon petit frère étaient sur la liste des départs pour Drancy. Et j'ai vu pour la dernière fois ma mère avec une nuée de bambins autour de sa robe qui s'accrochait à sa robe parce que elle emmenait avec elle des orphelins et elle disait à mon père regarde tous ces enfants que j'ai autour de moi, je pourrais jamais m'en occuper tellement il y en a. Voilà. Et elle est partie. Et je l'ai plus revue. À Drancy, lorsque nous sommes arrivés à Drancy, elle a déjà été déportée, avec mon frère. Donc dans quelles conditions êtes-vous transféré donc de Pithiviers, c'est ça, à Drancy? Nous avons pris le train d'abord de Bourges, donc à Pithiviers, et de Pithiviers, quelques jours après le départ de ma mère, notre nom était inscrit sur la liste, donc on est parti en train jusqu'à Drancy. Alors, est-ce que vous pouvez, d'ailleurs, on l'a pas fait, mais me décrire la zone, le camp de Pithiviers? C'était un camp énorme, avec de grandes baraques. Il y avait d'un côté des femmes, d'autre côté des hommes.
C'était la tristesse, c'était bon parfois des embrassades parce qu'un convoi arrivait et que des familles se retrouvaient. Mais c'était la tristesse, c'était une attente. On savait que c'était une attente de quelque chose, mais on ne savait pas de quoi exactement. Quels échanges avez-vous avec vos frères et avec vos parents à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils vous disent sur ce qui se passe? Parce que vous êtes jeune, est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Non, en fait, ils ne m'ont rien dit parce que c'était très difficile de dire à son enfant de 13 ans tous les malheurs qui pourraient nous arriver. À voir ma mère pleurer, je comprenais très bien que un malheur énorme nous était arrivé, mais je pensais pas. D'abord, je ne pensais pas ce qui allait nous arriver, c'est certain. Mais en plus, je pensais qu'un jour, on arriverait dans un camp de concentration où on serait de nouveau réunis. Enfin, je voulais le croire. Donc, dans votre tête, toute cette situation, comment vous la vivez? J'essaye, comprenez, à travers votre histoire, d'avoir le regard de l'enfant sur tout ce qui se passe. Hein. Comment l'enfant que vous êtes à ce moment-là interprète tout ça? En fait, un enfant de 13 ans, ou même en 42, j'avais 15 ans, est très inconscient. Et du fait de cette inconscience, ça m'a beaucoup aidé par la suite parce que je ne voulais pas voir la réalité exacte comme elle venait. Je m'imaginais beaucoup de choses, mais qui pourraient nous arriver en bien et non pas en mal. C'était beaucoup d'inconscience. Et le fait que j'avais donc cet âge-là avec cette inconscience, peut-être que ça m'a aidé aussi par la suite. Quand vous dites imaginer des choses en bien, par exemple, qu'est-ce que... Ben, le fait de se retrouver en famille dans un camp, peut-être un camp de travaux, mais dans des usines, mais qu'on se retrouverait ensemble et qu'on attendrait la fin de la guerre. Et le fait qu'on vous regroupe comme ça et qu'on vous dise vous allez être dans un camp, on va vous faire travailler, est-ce que vous le liez à la situation mondiale, à l'histoire, à la guerre, Oui, à tout oui, ça? absolument. Je pensais que comme les Allemands avaient gagné la guerre et qu'ils étaient des occupants, bon, c'est eux qui réglaient tout en fait. Et je pensais que comme il prenait les Juifs comme des ennemis, il allait les mettre dans des camps de concentration, comme le gouvernement français mettait en camp de concentration tous les ennemis de la France. Donc, moi, avec mes 15 ans, c'est ce que je pensais. Et lorsque vous dites il nous envisage comme des ennemis, vous vous sentez ennemi dans quel sens? Moi, pas du tout. Hein. J'avais jamais fait de mal à qui que ce soit, donc je voyais pas pourquoi j'aurais été ennemi. Mais bon, c'est ce qui marquait dans les journaux à l'époque, et c'est ce qui se disait partout. Et donc, dans votre tête, vous êtes ici, vous êtes là dans un camp de concentration. Pour quel motif? Qu'est-ce qui... Je n'ai jamais su pourquoi, en fait. Je me suis toujours posé la question. Bien sûr, je la connaissais, c'était le fait d'être juif. Mais je ne comprenais pas que le fait d'être juif puisse engendrer tous ces malheurs. Est-ce que vous avez lié ça, par exemple, aux brimades des écoliers qui vous insultaient et qui vous frappaient à l'époque de votre enfance? Disons que c'était la racine. Je pensais que c'était la racine. Ça faisait un tout, en fait. Combien de temps vous séjournez à Drancy, alors? Nous sommes restés environ une dizaine de jours à Drancy, à peu près. Et puis un jour, on a vu, tous les jours, on allait voir la liste. Et puis un jour, on a vu sur la liste qui était près de la porte notre nom. Donc, on s'est présenté. Et puis, on s'est présenté parce qu'en définitive, la vie à Drancy, qui était une vie pour nous provisoire, était très très difficile. Nous n'avions rien, même pas de paillasse. On dormait à même le béton. Lorsqu'on trouvait une paillasse, elle était souillée. Et donc la vie était assez difficile. Je peux pas dire que j'avais faim parce que
tout ce qui se passait était tellement rapide qu'on n'y pensait pas. Mais c'était une vie assez difficile. Et lorsque nous sommes présentés donc à la porte pour partir, on ne pensait pas que ce qui allait nous arriver serait 1000 fois pire. Donc, est-ce que vous pouvez me décrire l'organisation de ce camp? Est-ce que vous vous souvenez de la façon dont fonctionne le camp de Drancy donc, au cours de cet été 1942? Non, la seule chose que je me souvienne, c'est la fouille très minutieuse des femmes et des enfants et des adultes. Elle était très minutieuse. Je me souviens que il y avait même une femme qui m'avait dit qu'elle avait avalé sa bague, etc., pour ne pas leur donner. Et c'est ce qui m'est resté. De Drancy, c'est à peu près ce qui m'est resté. Sauf le fait que tous les jours, on essayait de voir, dès qu'un convoi arrivait, de voir si on n'avait pas quelqu'un de la famille qui arrivait. Drancy est encadré par du personnel. Oui, du gendarme surtout. Des gendarmes. Oui, oui. À partir du jour où nous avons été faits prisonniers, donc de la prison de Bourges, nous n'avons rencontré que des gendarmes. Les Allemands étaient absents. Et quelle était l'attitude de ces gendarmes français, donc, à votre égard? J'ai eu un fait pendant pendant le trajet en train de Bourges à Pithiviers. Mon frère Jacques, qui avait à l'époque 13 ans, a demandé à aller aux toilettes. Et il était, bien sûr, il avait menottes aux mains comme un vulgaire criminel, avec un gendarme. Et j'ai demandé au gendarme de lui enlever les menottes parce qu'il voulait aller aux toilettes. Il n'a jamais voulu, et il est parti menottes aux mains aux toilettes avec mon frère Jacques, sous l'indifférence totale de tout le wagon. Ça se passe entre Bourges et Pithiviers, c'est ça? Ça se passe entre Bourges et Pithiviers avec des gendarmes français. Et personne n'a eu un mot? Personne. Personne n'a demandé aux gendarmes de lui enlever les menottes, rien. Indifférence totale. Et à Drancy, quel contact, quel lien, s'il y en a, avec les gendarmes? Non, on n'avait pas de lien, on n'avait pas de contact non plus. Aucun. Il y avait un service d'ordre à l'intérieur, et puis voilà, et c'est tout. On avait notre chambre de nommé, enfin, quand je dis notre chambre, c'était une chambre pour je ne sais plus combien de personnes, hein, et ça venait, les enfants criaient, c'était sale, il n'y avait pas d'hygiène, c'était horrible, quoi. C'était pas... Vous étiez toujours avec votre père à ce moment-là, à Drancy ou... Toujours. J'étais avec mon père et mon frère Jacques. Est-ce que les femmes et les enfants étaient séparés dans le camp de Drancy? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Enfin, dans les blocs où nous étions, pas spécialement. Donc vous êtes informé par le biais des listes que vous allez être envoyé ailleurs. Et c'est sur ce mot que je voudrais qu'on s'arrête. Est-ce que vous savez où vous êtes censé aller? On savait qu'on allait en Allemagne. On pensait que c'était des grands camps de concentration où on pouvait travailler, mais c'est tout. Jamais on n'aurait pensé en 1942, on ne pouvait penser qu'il y avait des faux crématoires. Donc nous sommes en effet au cours de l'été 1942. Que vous dit votre père sur ce qui va arriver? Est-ce qu'il vous donne des conseils? Est-ce qu'il vous enseigne un petit peu quelques rudiments pour pouvoir vivre ensemble et survivre à tout ça? Olivier, excuse-moi, peut-être faire une réponse sur une autre question. Oui, pardon. Donc je vous avais demandé tout à l'heure, il y a un instant, je reprends la question juste brièvement, si votre père vous donne des conseils à vous et à votre frère, et qu'est-ce qu'il vous raconte sur tout ça? Non, on était pris tellement par ce qui nous arrivait qu'il n'était même pas possible de penser à quoi que ce soit. Je me souviens simplement, lorsque nous avons été poussés dans les wagons à Drancy, mon père s'est approché près de la lucarne en disant faut qu'on reste là parce que là on aura un peu d'air.
Et c'est le seul conseil qu'il nous a donné, qui était un très bon conseil par la suite. Parce que... Mais, oui. mais autrement, non, c'est trop précipité tout ça. Parce que nous sommes en été 1942. Quel est le climat, la météo, je veux dire, il peut faire très chaud. Il fait très chaud, oui. Fin août, il faisait très très chaud à Paris. Et dans le wagon, c'était bondé. Il y avait des femmes, des enfants. Ça criait, ça pleurait. Parfois, ça hurlait lorsqu'il y avait un homme qui mourait. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Et on avait confectionné un petit tissu pour les besoins des femmes. Mais ça a été 3 jours affreux parce que, par manque d'air, il y a quelques-uns avec des limes qui ont essayé de faire des petits trous pour essayer de faire rentrer un peu d'air. Mais ça a été horrible. Il y a eu quand même quelques morts dans ce wagon. Pendant ces 3 jours j'ai essayé de savoir exactement par où, comme nous étions près de la lucarne, j'ai essayé de savoir par où on pouvait passer. Mais lorsque je me suis hissé pour voir où on était, à l'époque, les lumières étaient peintes en bleu. Et il y avait très peu de lumière, donc on ne voyait pas très bien par où on pouvait passer. Je n'ai pas pu dire si nous étions en France ou en Allemagne. Bien sûr, après, je crois qu'au bout du 3e jour, j'ai pu apercevoir des lettres allemandes en disant qu'on était en Allemagne. Donc, vous partez à quelle date précisément? 28 août 1942. 1942. Et vous partez avec quel bagage, entre guillemets? Est-ce que vous aviez des choses sur vous? À force d'être fouillés, et à Drancy, déjà, nous n'avions plus rien. On avait des petits bagages comme un manteau, un pull vert, ou des petites choses comme ça, mais c'est tout. Et en termes de nourriture ou de boisson, est-ce que vous avez... Rien. Absolument rien. Donc vous passez 3 jours dans ce wagon en plein mois d'août. Voilà. 3 jours sans manger ni boire. Nous n'avions rien. Et ça a été surtout horrible pour les petits-enfants. Horrible. Il y avait quelques personnes qui avaient pu monter un peu d'eau dans des bouteilles. Donc on les a réquisitionnés entre nous pour les donner aux enfants. Mais autrement, non. Et sur ce point aussi, quelles sont les relations entre les personnes à l'intérieur de ce wagon? Il n'y avait pas de relation. Chacun essayait d'avoir une petite place. D'autres qui voulaient pas, par exemple, lorsque quelqu'un était mort, qui n'avait jamais vu de mort, ne voulaient pas s'approcher non plus. Vous voyez, ce genre de choses-là qui étaient horribles. Mais quand quelqu'un était mort, on était obligé de le mettre dans un coin parce que commençait à sentir mauvais aussi. Et c'était devenu infernal à l'intérieur de ce wagon. Est-ce qu'il est arrivé que le convoi s'arrête et est-ce que vous êtes descendu du convoi à certains moments? Alors, il s'est arrêté au bout du 3e jour, un petit peu avant la gare de Kessel, où on a demandé à tous les hommes de sortir dehors. À 15 ans, on se sent un homme, donc je suis sorti, mon père m'a suivi. Mon petit frère Jacques, lui, est resté, puisqu'il avait 13 ans, il est resté dans le wagon. Et à ce moment-là, on était devant des Allemands qui pointaient leurs fusils, leurs mitrailleuses sur nous. Et on pensait même qu'on allait nous fusiller là. On ne savait plus exactement il était bon de rester là ou de rentrer dans les wagons. Parce que les Allemands passaient dans les rangs en nous disant tous les gens âgés et les enfants devaient remonter dans les wagons. Quelques-uns sont remontés, en voyant les fusils peut-être, je ne sais pas. Ils avaient commencé à avoir peur, d'autres sont restés, et mon père et moi, on est restés. Lorsque l'officier allemand est passé devant moi et m'a demandé mon âge, j'ai donné 18 ans. En fait, j'en avais pas, j'en avais 15. Mais pour quelle raison il m'a regardé un petit peu en hésitant et il est passé, je ne sais pas. Mon père, lui, c'était le contraire. Il s'est rajeuni d'environ 5 ans, alors qu'il faisait bien son âge à l'époque. Et c'est passé aussi. Et quel âge avait-il?
Il avait 47 ans. Il était le plus vieux du camp, et dans tous les camps, il a toujours été le plus vieux et j'ai toujours été le plus jeune. Et c'est passé aussi. Et nous sommes montés dans des camions et nous sommes partis dans un camp qui s'appelait Saint-Annenberg. Pendant ce temps-là, le train a démarré et a continué. On ne savait pas à l'époque où, mais je suis par la suite qu'il est parti à Auschwitz. Donc votre petit frère était dans... Avec mon petit frère Jacques. Alors, décrivons un peu le camp où vous arrivez. Et qu'est-ce qu'on vous fait, qu'est-ce qu'on vous dit, quels sont les premiers instants? Alors, à Saint-Annenberg, c'est un camp qui était un petit peu en hauteur. Et on nous a réunis sur une grande place où il y avait un jeune homme d'environ une trentaine d'années avec une cravache et qui nous a commencé à nous raconter ce qu'on allait vivre. Et tout ce qu'il racontait, c'est ce qu'on a vécu par la suite. Mais à l'époque, quand on l'a entendu, en nous disant qu'on était pratiquement des morts vivants, qu'à la fin, si on tombait malade, c'est comme si on était mort, qu'il fallait travailler sans arrêt et que si on ne travaillait pas, on nous tuait, etc. C'était la mort, quoi, tout le temps, dans tout son discours. Et je me souviens, mon père m'a dit, tu sais, c'est un juif, hein, d'origine polonaise. L'homme qui faisait ce discours? Celui qui faisait ce discours, oui. C'était un capot, en fait, un chef capot. Oui. Et mon père m'a dit, tu sais, c'est un homme, depuis 1939, depuis la déclaration de la guerre en Pologne, et on a dû le mettre dans un camp, et depuis ces années de camp, ben, ça a dû lui tourner la tête, parce que c'est pas normal ce qu'il raconte, il dit n'importe quoi. Vous voyez, même à cette époque-là, on ne pouvait pas penser, on ne pouvait pas croire ce qui allait nous arriver. Donc il vous fait ce récit et vous-même, comment vous vivez cet instant? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous dites je vais faire quelque chose? En fait, à partir de ce jour-là, on n'a pas eu le droit de penser. C'était plus possible. Les choses commençaient à aller tellement vite que, par exemple, après ce discours, on nous a demandé de regagner nos baraques. Et nos baraques nous ont été données par des capots. Ils prenaient des groupes en disant « toi, baraque numéro 24 », etc. Et il fallait courir, et non pas marcher, il fallait courir vers les baraques. Une fois arrivés dans les baraques, on nous a donné de la soupe. Et puis, tout de suite après la soupe, fallait nous coucher. Vous voyez, on n'avait pas le droit de penser ou à partir de ce jour-là, ça a toujours été comme ça. Nous étions toujours pris par le temps, par le travail, par les coups, par les souffrances et penser, c'était difficile. Ça, ce sont les premières heures, ce que vous me décrivez, hein, ce fameux discours sur la place, alors, et ensuite... voilà, alors... ça, c'était le premier contact et ils nous ont dit le lendemain matin, ils nous ont réveillés, ils nous ont dit demain à 5 heures, il faut être debout parce que vous allez travailler dans la forêt à déraciner des arbres. Et effectivement, le lendemain à 5 heures, nous étions debout, un peu de café et nous sommes partis en rang dans une forêt où il fallait déraciner des arbres centenaires. Des endroits, on nous a dit que dans cet endroit-là devait passer l'autoroute Berlin-Varsovie. Et il est bien entendu que déraciner des arbres centenaires, ça représentait des trous énormes à creuser. Et un jour, je n'avais jamais touché à une pelle. Je me souviens, mon père avait une pioche, moi une pelle, et on se parlait plus. On nous a dit que les parents, il fallait pas nous parler entre nous, il fallait pas faire croire qu'on était de la même famille. Donc, ils travaillaient dans un chantier un peu plus loin, toujours à déraciner des arbres. Et à ce moment-là, arrive un gendarme allemand, un soldat allemand, qui me fait sortir du trou où j'étais en train de déraciner les arbres, et il voyait que j'avais un mal fou à planter ma pelle dans la terre, et il me dit sors du trou, et bon, je comprenais l'allemand parce que c'était un peu le yiddish, et il me demande de lui présenter mes mains. Alors je lui montre mes mains,
Et il me dit, regarde les miennes. Et effectivement, il avait des mains énormes, grosses comme un travailleur des champs. Et il me dit, t'as jamais travaillé de ta vie? Alors je lui dis non, moi je suis étudiant. Alors là-dessus, il m'a donné un grand coup de crosse et je suis retombé dans le trou. Ça a été mon premier contact, si vous voulez, avec le camp de concentration. Et par la suite, il est revenu tous les jours en me frappant. Mais on est resté dans ce camp, que c'était un camp de transit, et nous sommes restés dans ce camp que 3 ou 4 jours. Donc, vous mentionnez la langue, justement. Ce capot qui vient vous faire ce discours d'introduction à la vie concentrationnaire, finalement, en quelle langue s'exprime-t-il? Lui s'est exprimé en yiddish. Les autres, ils s'expriment en quelle langue? Toujours en allemand. Toujours en allemand. C'était le seul d'ailleurs à s'exprimer en yiddish. Par la suite, même les capots s'exprimaient en allemand. Donc l'encadrement du camp, en fait, comment vous le décririez? Est-ce que vous les voyez souvent? Et qui sont-ils? À Saint-Annaberg, comme on est resté que, je crois, 3 jours, j'ai pas eu le temps de voir. Quand on est revenu du travail, on était tellement fatigué du fait que j'avais des cloques sur mes mains et j'étais fatigué, donc pratiquement évanoui quand j'arrivais près de mon lit, vous voyez. Ça fait que savoir ce qui se passait autour, non, je pouvais pas. Au bout de 3 jours, quand on est parti, effectivement, quand on est arrivé dans ce deuxième camp, qui s'appelait Paisricham, qui était un camp qui était même pas fini de construire, quand on est arrivé, on a vu des Polonais finir les toits, mais il y avait encore des travaux à faire sur les baraques, que nous avons fini d'ailleurs. Alors, il y a une décision très importante dans votre vie qui se joue à ce camp de Saint-Annaberg. Vous l'avez déjà effleuré. C'est celle de faire comme si vous n'étiez pas le fils de votre père. Comment ça se décide et à quel moment? Toujours des bruits, les bruits qui ont couru dans le fait quand on était sorti du train en disant qu'il fallait avoir au moins 18 ans et moins de 40 ans. On ne savait pas d'où ça venait. C'était des bruits comme ça qui venaient. Là, c'était pareil. Et parfois, on a des bruits qui courent, on ne sait pas d'où ça vient. Alors, il y a du bruit. Bon. Oui, on mentionnait ce moment de décision important. Hein. Et on savait, nous, que les Allemands, à chaque fois qu'ils voyaient une famille, les écartaient. À chaque fois, c'était comme ça. On l'a vu, même lors des sélections, on l'a vu, ça. Alors, justement, votre frère reste dans le convoi. À quel moment vous vous dites, voilà, il lui est arrivé quelque chose? Qu'est-ce que vous savez de ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? C'est très difficile à répondre. Je peux vous répondre par le fait qu'on n'y pensait pas, ou on ne voulait pas y penser plutôt. Parce qu'il ne fallait pas nous démoraliser, c'est en plus de ce qui nous arrivait. Et on voulait toujours penser qu'ils étaient partis dans un camp et que là, il allait peut-être travailler, vu son âge, peut-être qu'on lui donnait un travail en fonction de son âge. Mais on ne voulait pas penser au pire. On s'est dit que le pire, c'était nous qui l'avions et que par contre, pouvait vivre. On savait que lorsqu'on était vendu à des firmes, ils touchaient de l'argent pour nous et on pensait que cet argent allait justement dans ces camps pour faire vivre cette famille. D'une manière générale, entre détenus, est-ce qu'on parle de ce qui arrive et est-ce qu'on échange des mots, des vues, des informations sur tout ce qui vous entoure? Par la suite, au début, non. Au début, il y a quelque chose de très fraternel. On est dans la même galère. On a toujours été dans la même galère, mais chacun avait ses propres soucis et ses propres souffrances. Mais au début, il y avait effectivement une fraternité, qui n'a pas duré longtemps. Parce qu'en définitive, les Allemands faisaient de sorte que on soit très occupés,
même trop occupés. Il n'était pas question pour eux de nous laisser tranquilles pendant une minute. C'était pas possible. C'était des corvées, il y avait toujours quelque chose à faire, ou même de la gymnastique, vous voyez, alors que on n'en avait pas besoin, mais bon, c'était ça. Donc, dans quelles conditions êtes-vous transféré de ce camp de Saint-Annaberg et comment vous l'apprenez? Comment ça s'effectue concrètement? Alors là, on a pris le train donc pour ce camp de Paesricham. Et ce camp de Paesricham, il y avait on nous a mis donc sur la place de l'Appel et ils ont nommé des capots. Ils ont nommé des capots. Il y avait des capots qui étaient déjà nommés, mais il en manquait quelques-uns. Ils en ont nommé 2 ou 3 de plus au hasard, ceux qui voulaient pas. Et puis il y avait un chef de camp toujours juif. Hein. Il y avait un chef de camp qui nous a dit exactement ce qui allait se passer, qu'on allait travailler pour la Reichsbahn et que nous aurons droit à 1 litre de soupe et un morceau de pain le matin et qu'il fallait toujours travailler pour la grandeur du Reich, etc., etc. Et pas d'évasion, puni de mort, enfin toujours des punitions de mort si on faisait quoi que ce soit. Et dès le lendemain matin, on nous a indiqué donc nos baraques, au hasard, dès le lendemain matin, à 5 heures, nous étions sur la place de l'Appel et nous partions sur le chantier. Et ce chantier, c'était un terrain de glaise sur je ne sais pas combien d'hectares, mais immense. Et là, on devait faire une des plus grandes gares de triage d'Europe, à cet endroit-là. Et alors, il y avait des grues qui enlevaient la terre qui était en monticule, si vous voulez, qui étaient des petites collines. Il fallait enlever ces collines pour combler, pour arriver à une certaine hauteur où les rails devaient être posés en fonction des lignes de chemin de fer qui devaient passer ici. Ça a duré 2 ans, près de 2 ans. Et là, c'était des coups, c'était des capots horribles, c'était des SS sans arrêt qui étaient après nous. Pour vous donner un exemple, lorsque le soir, la nuit, nous voulions aller aux latrines, eh bien, parfois pour s'amuser, mais les soldats nous tiraient dessus. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient ils revenaient du front et ils étaient imbibés d'alcool et du front russe. Hein. Et lorsqu'ils venaient, on les laissait quelques jours comme garde autour des camps. Et au bout de quelques jours après, ils partaient pour la permission. Mais souvent, ils nous tiraient dessus. On ne savait pas pourquoi. Mais enfin, heureusement qu'ils ne tiraient pas bien. Puis c'était la nuit. Vous mentionnez une personne et une fonction très importante dans ce système du camp, c'est le capot. Est-ce qu'on peut décrire un peu le rôle d'un capot, et comment on devient capot, et qui devient capot, et quelles sont les attributions qui sont liées au capot, y compris les avantages que peut avoir un capot par rapport aux autres? Alors, un capot est nommé par le Judenältester, c'est le chef du camp juif, et en fonction de sa brutalité, il reste capot ou pas. S'il n'est pas assez brutal, il ne reste pas capot. Donc ils arrivent à en sélectionner quelques-uns, et il est bien entendu que ils sont loin d'être agréables. Ils ont une ration supérieure à la nôtre, bien sûr, même plus du double. Ils ont du pain, ils ont le droit à avoir des bottes, ils sont bien habillés et rasés, etc. Ils ont énormément d'avantages. Et disons que ce sont des êtres humains à côté de nous, qui sommes des locs. Parce que d'un côté, tout est fait pour qu'eux restent des êtres humains, mais tout est fait pour nous, pour que nous soyons des locs.
et montrer le contraste. Ça les aidait à nous brutaliser aussi, peut-être. Alors vous mentionnez à l'arrivée vous mentionnez à l'arrivée de ce deuxième camp des codétenus qui vont devenir capots. Est-ce que vous avez des souvenirs de ceux qui ont franchi ce pas et des transformations que ça impose? Oui, c'est une question difficile, mais lorsque quelqu'un a été nommé, il y en a très peu, il y en a quelques-uns qui étaient déjà nommés par le... Et il y avait même un de ses frères qui était capot, qui n'était pas le plus dur. Un des frères de qui? De ce chef de camp. Et puis un autre qui était une brute sans nom, qui s'appelait Lippmann. Et puis d'autres qui étaient, si vous voulez, lui, Lippmann, était le chef des capots. Et il est bien entendu que les autres capots devaient être pas aussi brutaux que lui, mais presque. Parce que sinon, c'est lui qui pouvait les faire démissionner. Donc, c'était des capots qui étaient très très durs avec nous. Et ceux que je connaissais personnellement, s'il y en avait un quand même, qui était arrivé avec, il était dans la Légion étrangère et il était arrivé en uniforme dans ce camp. Et je crois même que ce sont les Allemands qui l'ont mis comme capot, qui l'ont obligé même d'être capot. Et lui n'a pas été violent du tout, au contraire, dès qu'il voyait un SS arriver, il nous prévenait en disant « faut travailler parce que y a un SS qui arrive, etc. » Mais autrement, c'est rare, et quand il donnait des coups devant des Allemands parce qu'il fallait qu'il le fasse, il ne le donnait pas très fort. Il n'a jamais eu de problème avec les Allemands. Et il n'a jamais eu de problème avec les Allemands, du fait qu'il était peut-être en uniforme... peut-être, ça a joué aussi un peu. Et puis les Allemands, ils faisaient semblant bon, ils donnaient des coups, mais c'était pas très appuyé, disons. Et il est revenu, d'ailleurs, après la guerre, on l'a revu, et dans l'amicale où nous étions, aucun ne lui en a voulu, au contraire. Est-ce qu'il y a d'autres capots de cette période qui ont survécu et dont vous avez connaissance? Alors, j'ai su que ce fameux Lippmann, lorsque j'étais dans un autre camp, qui s'appelait Bléchamer, il a rencontré le chef des capots de ce camp, et il savait que ce Lippmann avait tué son propre frère au camp de Paisrecham. Et naturellement, il l'a mis dans un trou, en prison, dans un camp, vous imaginez ce que ça peut être, c'était un trou sous terre. Mais il était tellement fort, cet homme, on ne peut pas l'appeler un homme, mais bon, et qu'il en est sorti vivant. Mais j'ai su par la suite, un jour où j'étais en Israël, à Jérusalem, nous sommes tombés par hasard sur un déporté qui avait un nom, c'était en plein été, donc il était en chemise courte, en manche courte. Nous avons vu le numéro 176 000. Donc on a su qu'il était de Bléchamer et on lui a parlé de ce fameux Lippmann. Et il nous a dit, on a fini par le retrouver et il paraît qu'on l'a assassiné, mais en tout cas il est mort. Il est mort à Varsovie. Alors, parlons donc du travail que vous effectuez. Au fond, c'est un travail de terrassement, c'est ça? C'est un travail de terrassement. Sans arrêt. Par la suite, lorsque tout a été... Il y avait plusieurs commandos, si vous voulez. Il y avait un commando de terrassement, il y avait un commando qui préparait le bois pour faire les charpentes et des monuments en béton qui se préparaient. Par exemple, lorsqu'on faisait des viaducs en béton, il fallait faire des coffrages en bois pour faire couler le béton entre ces coffrages. Et il y avait un commando qui s'occupait uniquement que de la ferraille pour mettre dans le béton, et un autre commando qui s'occupait uniquement que du béton. C'était le commando le plus difficile. J'avais la chance de travailler dans celui le plus facile, le moins difficile, disons, qui était le terrassement. Et
il fallait donc mettre des wagonnets, il y avait des petits trains, il fallait remplir les wagonnets de terre pour que le train s'achemine dans des trous pour les combler. Comme j'étais jeune, ils m'ont nommé freineur de petits wagonnets. Chaque wagonnet, ou tous les 2-3 wagonnets, il y avait des freins à manivelle qu'il fallait tourner pour freiner la locomotive, parce que lorsqu'on descendait une pente, la locomotive, elle avait beau freiner, elle était entraînée par ces wagonnets qui étaient très lourds. Donc mon travail était de freiner à chaque fois les wagonnets. Et je sautais d'un wagon à l'autre avec des galoches en toile, etc., qui étaient déchirées, et c'était assez difficile. Mais bon, j'étais jeune et je faisais ça. La récompense, si vous voulez, c'est que au retour, quand on était vide, le chauffeur, quand c'était un Italien, m'emmenait dans la locomotive où je mettais le charbon dans la chaudière, et à ce moment-là, j'avais un peu de chaleur. J'avais plus ces -15 ou quand c'était l'hiver. Parce qu'il faut dire donc que ça se passe quelque part, dans quelle région? En Haute-Silésie, près d'Auschwitz, à une trentaine de kilomètres d'Auschwitz. Et nous dépendions tous, d'ailleurs dans tous les camps que j'ai fait, nous dépendions tous d'Auschwitz, parce que j'ai navigué, si vous voulez, autour d'Auschwitz. Alors, est-ce qu'on peut parler des conditions de vie, ou plus précisément de survie, et notamment de tous les accessoires qui sont très importants dans la vie concentrationnaire? Comment, vous avez mentionné les chaussures, dont on sait que cet objet a priori banal est extrêmement précieux et central dans votre vie. Comment vous obtenez vos chaussures, vos ustensiles pour manger? Comment ça se passe tout ça? Alors là, je parle toujours du camp de Païs-Retcham. Nous étions habillés à ce moment-là en civil encore. Les vêtements rayés n'étaient pas arrivés dans ce petit camp. Bon, il y avait l'étoile de David qui était découpée. Et nos chaussures en cuir qu'on avait au départ, il y a longtemps qu'ils étaient partis, mais on nous a donné des galoches, ces fameuses galoches avec du bois en dessous et du tissu par-dessus, et ça se déchirait très vite. Et qu'on raccommodait avec des petits bouts de ficelle. On avait d'ailleurs beaucoup de mal à marcher parce que c'était pas articulé. Mais ça, c'était fait, je pense, exprès pour nous amoindrir également. Tout était fait pour qu'on n'ait plus, pour qu'on soit des loques en fait, qu'on n'ait plus de dignité absolument de. Et alors, tous les jours, à partir de 5 heures, on nous réveillait et tous les jours, on allait travailler. Le soir, on rentrait à la nuit parce qu'ils avaient peur que quelqu'un s'échappe. Donc, avant que la nuit tombe, on rentrait au camp. Et là, distribution de soupe, il fallait se laver. Parfois, c'est surtout le matin qu'il fallait se laver, c'était pratiquement obligatoire. Le soir, à la rigueur, quand on n'avait pas le temps, on n'y allait pas. Et bon, c'était difficile à parler, mais on avait des poux, on avait beaucoup de poux, et il fallait enlever ces poux le soir avant de s'endormir. Et tous les jours, ça a été ça pendant 3 ans. Et alors, ce qui se passait, c'est que le matin, quand il fallait se laver, il y avait quelques robinets, et tout le monde se précipitait sur ces robinets. C'était difficile à avoir un peu d'eau. Alors, quand c'était l'été, on n'avait pas de savon pour se laver, on prenait la terre, et on se frottait avec de la terre, pour enlever la crasse que nous avions. Quand c'était l'hiver, c'était pas facile parce que non seulement il fallait enlever la neige, mais sous la neige il y avait des morceaux de glace et il fallait essayer pour arriver à trouver un peu de terre pour pouvoir nous en servir comme savon. C'était assez difficile. D'autant plus que on avait très peu de minutes pour nous laver. Tout de suite après, on sifflait pour le café, et si on arrivait trop tard pour le café, on n'avait pas de café. Quand je dis café, c'était un jus noir, hein, il n'y avait rien de café là-dedans. Je crois que ça a été fait avec de l'orge grillée. Et tout de suite après, on nous donnait une tranche de pain pour la journée, et on partait. Travailler le soir, quand on revenait, on avait droit à 1 litre de soupe.
qu'est-ce que c'était cette soupe? C'était simplement de l'eau avec des rutabagas. On voyait de temps en temps un petit bout de nerf, la viande étant destinée au capot et aux SS ou autres. Et puis nous, de temps en temps, on avait des restants de petits nerfs. Et pour arriver à avoir un petit morceau de nerf, il fallait arriver à la fin de la cuve. Parce que si on arrivait au début de la cuve, c'était que de l'eau. Et justement, là, à ce niveau-là, comment se fait la concurrence pour accéder aux parties les plus intéressantes de la cuve? C'était le hasard. Déjà au départ, personne ne voulait s'approcher, mais il y avait des personnes qui avaient tellement faim que ça n'avait plus d'importance. Dès qu'on nous donnait l'autorisation de nous approcher de la cuisine, tout le monde y allait, même si on savait que c'était le début de la cuve, parce que même l'eau chaude nous faisait du bien. Et ensuite, quand on arrive à la fin de la cuve, c'était vraiment le hasard. C'était aussi ceux qui étaient les plus courageux, qui regardaient, qui attendaient que les autres passent. Mais la plupart du temps, je crois que c'était pas notre priorité. Dès qu'on pouvait le faire, on y allait. Parlons aussi un peu de la vie et des relations entre les différents détenus. Par quel groupe se constitue la vie entre les détenus? Est-ce que c'est en groupe de nationalité, en groupe d'affinité? Comment se font les affinités? Est-ce que c'est les commandos? Est-ce que c'est par amitié? Comment ça marche? Je peux pas dire pour les autres, je pense que ça a été la même chose que pour moi, mais dans ce camp, il y avait quelques Parisiens, ou tout au moins des Français, mais la plupart étaient Parisiens. On se regroupait le dimanche, souvent quand on avait le temps, et qu'on n'était pas de corvée, on se réunissait pour parler de cuisine, pour parler de français en fait. Et ça nous faisait du bien. Et je pense que avec les Polonais, ça devait être pareil. Ils se réunissaient autour de villages qui étaient le leur, ou tout près. Et puis d'autres qui se faisaient qui n'étaient peut-être pas du même endroit, mais bon, par amitié ou par camaraderie. Et ils allaient ensemble. C'était important d'avoir un camarade ou quelqu'un et ne pas être seul. Alors, il y a combien de personnes à peu près dans ce... Dans ce petit camp, 400 personnes environ. Alors, il s'est passé quand même dans ce petit camp quelque chose d'un peu spécial. Un jour, où je suis sur ce petit train, nous travaillons, je vous ai dit que le chantier était énorme, et je savais qu'il y avait des Anglais qui travaillaient, des prisonniers anglais qui travaillaient à l'autre bout du chantier. Comme j'étais freineur de wagonnets, je passais d'un chantier à l'autre. Donc j'ai vu ces soldats anglais. Et un jour, où j'étais tout près d'un soldat anglais, j'ai vu l'écusson à son épaule de Palestine. Alors j'étais étonné, et à tout hasard, je lui ai parlé en yiddish. Et il s'est retourné et il m'a dit... quelque chose également en yiddish, et il est monté sur un petit wagonnet, et il m'a demandé ce que je faisais. Et je lui ai raconté notre vie dans le camp, qu'on était en train de nous assassiner, que c'était infernal, et je lui ai tout raconté. J'avais comme chauffeur à ce moment-là un Italien, qui lui ne disait rien. Il est bien entendu que si j'avais des chauffeurs, par exemple polonais, un chauffeur de locomotive, pas mon chauffeur, le chauffeur de la locomotive, qui étaient des Polonais, eux, ne m'auraient jamais laissé parler à qui que ce soit. Hein. Ils m'auraient dénoncé et j'étais bon pour avoir 15 ou 20 coups de fouet. Mais là, il ne disait rien. Et il m'a dit, j'ai une petite tablette de chocolat, tiens, je te la donne, mais demain, je viendrai avec des sandwichs. Et il m'a demandé où on était. Il était parti voir comme... Il était je crois, lieutenant, je crois. Bref, lui avait le droit de se promener un petit peu. Le chocolat, il était pour quelque chose. Les gendarmes, les gardes ne leur disaient rien. Et il est parti voir. Et effectivement, il a vu ce que je lui racontais. Et le lendemain, j'ai eu 2 sacs de sandwich que j'ai pu distribuer à mon commando, où je travaillais.
Et le capot, bien entendu, et je lui ai dit qu'il y avait d'autres commandos sur le même chantier, mais un peu plus loin. Et il a dû faire la même chose sur les autres commandos. Mais à partir de ce jour-là, tous les jours, nous avions droit à des petits sacs de sandwich. Ça n'a pas duré très longtemps parce que le capot qui nous gardait a dit « Moi, je vais le distribuer équitablement, c'est moi qui prendrai les sacs. » Alors que c'était équitablement réparti. Et je lui ai donc donné les sacs, je ne pouvais pas faire autrement, et je me suis aperçu qu'il le distribuait entre chefs capots, entre leurs capots, et pas pour nous. Alors j'ai dit aux soldats anglais, bon, il ne faut plus nous en donner, mais dès que vous envoyez un, vous lui donnez personnellement, mais moi je ne peux plus le distribuer parce qu'il les donne aux capots. Alors il m'a dit, bon, et c'est ce qui s'est passé, on n'avait plus le droit malheureusement au pain, au petit sandwich. Alors, il y a quelques points de la vie du camp que nous n'avons pas évoqués, notamment par exemple, est-ce qu'il y a des appels, hein? Alors, effectivement, déjà les appels, bon, normalement les appels sont à 5 heures. Souvent, ils nous réveillaient à 4 heures pour qu'on démarrait, disons, à 5h30 du camp. Et souvent, ils nous réveillaient à 4 heures et pendant 1h30, on était sur la place de l'appel. Ça se faisait très très souvent. Très très souvent. On était complètement gelés, ça se faisait surtout en hiver et même par temps de pluie. Donc, quand vous dites très très souvent, c'est-à-dire que c'était pas systématique, c'était pas tous les matins? C'était pas tous les matins. Pour quelle raison, je ne savais pas. Mais disons que c'était souvent un matin sur deux. L'autre chose, vous avez mentionné les dimanches. Est-ce que vous travaillez tous les dimanches ou est-ce qu'il y avait des dimanches de repos? En fait, dire que les dimanches étaient des dimanches de repos, non. C'était des dimanches de corvée. Et quand on ne travaille pas au chantier, mais par contre, on avait des corvées, il fallait nettoyer les baraques, il fallait s'occuper de tout, les paillasses, les sortir dehors, vous voyez, toute la journée, on avait quelque chose à faire. Toute la journée. Si on pouvait faire une carte un peu virtuelle là ensemble du camp, quels sont les principaux lieux? Est-ce que il y a bien sûr les lieux de travail, mais est-ce qu'il y a une infirmerie? Est-ce qu'il y a des blocs où on dort? Comment c'est organisé en Alors, gros? au début, nous avions un docteur qui essayait de soigner comme il pouvait. Il n'avait pas grand-chose. Et il y a eu une histoire de dents en or qu'il arrachait aux morts, je sais pas qui. Bref, il y avait une sombre histoire et ils l'ont battu à mort. Ils l'ont battu à mort et c'est un dentiste qui l'a remplacé. Alors ce dentiste, comme moyen pour guérir, qu'est-ce qu'il avait? Il avait rien. Il avait du papier qui servait de pansement. Un espèce de papier ondulé. Mais il n'avait pas grand-chose. De temps en temps, une petite crème qui ressemblait à de la graisse, mais il n'y avait pas grand-chose. Son travail à lui était fait surtout lorsqu'il y avait un malade dans l'infirmerie, on le mettait au lit, puis il attendait la mort, il n'y avait rien d'autre à faire. Il n'était pas capable, si vous voulez, de vraiment guérir quelqu'un. Et sauf la seule chose qu'il faisait, c'est de crever les abcès et les furoncles. Ça, on en avait énormément. Et de ce fait, on faisait même la queue pour qu'il les perce et qu'il nous mette ces fameux pansements qui étaient un petit peu plus propres que ce que nous avions. Est-ce qu'on peut décrire pardon, l'état de santé général des détenus et l'évolution de cet état de santé? Parce que vous mentionnez une alimentation qui est très largement en dessous de la ration calorique qui serait nécessaire, et vous êtes aussi un adolescent, donc en pleine croissance également. Quel est votre état de santé? Quel est l'état de santé de ceux qui vous entourent? En règle générale, les déportés qui sont revenus n'ont jamais été malades. Je ne dis pas qu'ils étaient en bonne santé, mais ils ne sont jamais tombés malades. Ou tout au moins de maladies graves, c'était pas possible.
Et souvent, lorsque il était malade ou il avait de la fièvre et qu'il rentrait dans l'infirmerie ou demandait à rentrer dans l'infirmerie, quand il y avait une sélection, ils étaient les premiers à partir. Ça, ils vidaient à chaque fois, ils vidaient les infirmeries, surtout en cas de sélection. La sélection, souvent était due au hasard. Je me souviens un jour, ils nous ont réunis sur la place de l'Appel et au bout de près de 2 heures d'attente, c'était un dimanche, au bout de 2 heures d'attente, en plein hiver, il a demandé à tous les gens on se comptait, hein, on se comptait nous-mêmes, même ceux qui ne connaissaient pas l'allemand ont fini par apprendre à compter en allemand, et heureusement pour eux d'ailleurs, et il a demandé tous les chiffres impairs, toutes les personnes qui sont en impair, faire un pas en avant. Alors, à ce moment-là, comme mon père et moi, on n'était pas à côté, ça fait que je me suis aperçu que lui n'était pas sorti du rang et moi non plus, on était tous les deux pairs. Et tous ceux qui étaient impairs faisaient partie de la sélection. Vous voyez jusqu'où le hasard va. Ça, c'était une des sélections. Il y en a eu d'autres. Lorsqu'il n'y avait pas suffisamment de malades, lorsqu'on leur demandait par exemple une centaine de personnes et qu'il n'y avait pas une centaine de personnes à l'infirmerie, bien sûr, ils prenaient tous ceux qu'on appelait les musulmans et ceux qui étaient près de la mort et ils les envoyaient en sélection. Ces sélections, il y en a eu combien dans votre vie à ce camp? À Païs-Recham, il y en a eu, je crois, 4. La première sélection, ils nous ont même dit vous avez bien travaillé et on va vous récompenser, tous ceux qui sont fatigués viennent s'inscrire, on va les envoyer dans un camp qui s'appelle Theresienstadt. Et on avait entendu parler de ce camp de Theresienstadt comme quoi un camp de repos. Et il y a eu des volontaires. Et j'ai même eu un copain qui était tellement fatigué qu'il n'en pouvait plus et il s'est porté volontaire. Bien entendu, il n'est jamais revenu. C'était un Parisien, je crois que ses parents avaient une chemiserie sur les grands boulevards. Enfin, bon. Et il est parti. C'était un des premiers sélectionnés, si vous voulez, une des premières sélections dans ce camp. Mais par la suite, on a eu la visite de Himmler. Et après sa visite, il y a eu une sélection d'au moins une centaine de personnes. Et je crois même que ça a été la dernière sélection avant de partir à Bleshammer. Lorsque nous sommes partis, avant de partir à Bleshammer, le chantier où nous avons travaillé pour la Reichsbahn a été totalement fini, y compris un viaduc énorme en béton. Je ne sais plus combien de centaines de mètres il avait, ce viaduc, mais je sais que j'y ai travaillé quelques jours. C'était du béton qu'on envoyait par air comprimé. Et comme ils avaient du retard, ils avaient pris tout le camp pour travailler uniquement sur ce béton. Il fallait que ça soit bétonné jour et nuit, et jamais arrêté, parce qu'il fallait que ça soit d'un bloc. Et je me souviens que je ne l'ai pas vu personnellement, mais on m'a dit que ceux qui étaient près du tuyau d'air comprimé et qui n'allaient pas assez vite, il y avait des SS qui les rentraient dedans. Et il doit peut-être y avoir dans ce viaduc quelques corps. Alors on a évoqué les sélections. On était aussi en train d'évoquer l'état de santé des gens. Vous avez prononcé un mot, c'est celui de musulman, on disait. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est qu'un musulman dans le camp? En fait, on appelait musulman quelqu'un qui était près de la mort, qui était complètement... Nous étions tous décharnés, mais par les yeux, par la façon de marcher, nous savions qu'il n'en avait plus pour longtemps. Et c'est pour ça qu'on les appelait, musulmanes, mais c'est pas pour ça qu'on les appelait musulmanes, mais ce mot-là est passé et j'ai jamais su d'où il venait. Je pense qu'il n'avait aucun rapport avec la religion, aucun. Et donc, on évoque l'état de santé. Est-ce que de votre côté, vous
Ben, dans quel état vous trouvez-vous? Dans quel état physique? Parce que ça dure pendant des mois, vous travaillez très dur et vous êtes mal nourri. Donc comment... Je ne sais pas, par exemple, c'est presque de la chance ou des miracles comme on veut, mais lorsque je suis arrivé dans ce fameux camp de Païs-Richam, quelques jours après, c'était mon 16e anniversaire, et j'avais une dent, une molaire qui était en mauvais état et une joue enflée. Il fallait donc absolument l'extraire. Et pour l'extraire, il n'y avait pas de dentiste à l'époque, il n'y avait rien. On venait d'arriver donc dans le camp. Et on a fini par trouver une pince rouillée. Et quand le dentiste, entre parenthèses, qui n'a jamais été dentiste, me l'a arraché, eh ben, il s'est pris à 3 fois parce qu'il m'avait cassé la dent à l'intérieur. Donc il a fallu, avec cette pince, fouiller à l'intérieur et me l'extraire. Bien entendu, j'avais des hémorragies. Il y avait une hémorragie énorme. Et du fait qu'on me mettait de la glace dans la bouche en plus pour essayer qu'il y en ait moins, on avait l'impression qu'il y en avait plus parce que la neige avec le sang, mais c'était énorme. Et bon, ça a fini par se coaguler. C'est pour vous dire que à chaque fois qu'il arrivait des trucs comme ça, le hasard a fait que ça passait. Je me souviens d'un jour, mon père a eu la dysenterie. La plus grave maladie d'un déporté, c'est d'avoir la dysenterie. Dès que quelqu'un avait la dysenterie, il était mort. Il se vidait totalement et il était mort. Et mon père a eu la dysenterie et j'ai pu avoir, je la raconte dans mon livre, mais j'ai pu avoir, je connaissais le cuisinier qui me donnait aucune faveur, mais je le connaissais de la prison de Bourges. Et je lui ai raconté que mon père avait dysenterie, s'il pouvait me donner le café qu'il jetait, que l'orge brûlée qu'il jetait, qu'il pouvait me le donner pour peut-être essayer de guérir mon père. Et il m'a répondu favorablement, il m'a dit de venir tous les matins à 4 heures et qu'il me donnerait cette orge. Et pendant, je crois, une 8aine de jours, mon père mangeait de l'orge sans arrêt, grillé, et je le faisais même parfois griller quand j'avais un peu de feu quelque part. Et il a fini par guérir. Donc vous aviez rencontré cet homme, ce cuisinier, à la prison de Bourges, dans quelles conditions? Alors c'était 2 frères qui venaient d'Espagne, ils ont fait la guerre d'Espagne, ils étaient communistes, et on les a envoyés au camp de Gurs. Du camp de Gurs, on les a envoyés ensuite à Bourges, et de Bourges, Pithiviers, et ils ont fait donc le même trajet que moi. Ces 2 frères était marié avec 2 femmes qui n'étaient pas juives. Et l'un de ces 2 frères a pu s'évader. C'est la seule évasion d'ailleurs en 3 ans que j'ai pu assister, et en plus qui a réussi. J'en ai assisté. Ici, il y avait à Païs-Richam, il y avait 2 évasions mais qui ont été repris parce qu'ils étaient nés dans la région. Donc ils connaissaient très bien, ils ont quand même été repris et pendus. Mais lui n'a jamais été repris. Par contre, son beau-frère, donc qui est resté au camp, est devenu cuisinier parce que on n'a jamais su pourquoi d'ailleurs. Est-ce qu'il y a eu des menaces? Je ne sais pas. Ça a été un mystère. Dans le camp, quels sont les déportés? Est-ce qu'il y a des catégories de déportés différentes? Vous mentionnez par exemple ces hommes qui avaient fait la guerre d'Espagne. Est-ce qu'ils étaient juifs? Oui, eux étaient juifs. Eux étaient juifs, mais à part eux, c'était les seuls politiques qu'il y avait dans notre combat. Tout le reste, c'est des déportés pour raisons raciales, comme voilà, on disait, absolument, dans les catégories absolument. De la Gestapo. Absolument. Donc, vous mentionnez donc aussi des cas de mauvais traitements. Quels sont les traitements dont on souffre le plus dans le camp, à cet endroit? La première chose, c'est la faim. La faim, c'est terrible. Alors ça, on souffrait tout le temps, et j'en ai souffert pendant près de 3 ans. La deuxième chose, c'est la dégradation humaine. On n'avait plus de dignité, on n'avait plus rien. On ne pouvait même plus s'accrocher à quoi que ce soit. On en souffrait beaucoup. Et bien sûr, la famille. Mais j'étais moins concerné que
que mon père ou que des hommes qui étaient mariés et qui avaient des enfants. Ça, c'est comme... Il me vient l'idée de la barbe. Par exemple, on était obligé de se raser de temps en temps. Eh bien, moi, j'en souffrais pas. Il fallait payer ça avec de la nourriture ou même des cigarettes quand on en avait. Et moi, j'en souffrais pas parce que j'avais pas de barbe à cette époque-là. Mais, par exemple, pour les cigarettes, on avait droit à un peu de cigarettes qu'on appelait le majorca, qui étaient des branches énormes qu'il fallait couper en tout petits morceaux et qu'on mettait dans du papier journal. Et on appelait ça des cigarettes russes. Et c'était un petit peu notre monnaie d'échange. Moi, je fumais pas, mon père s'est arrêté de fumer aussi, donc c'était un petit peu notre monnaie d'échange. Ça lui permettait de se raser de temps en temps et puis d'avoir parfois un petit peu changer un peu de chaussures, vous voyez. Quelles sont les principales monnaies d'échange et comment on y accède? Comment ça circule tout ça? Alors, uniquement que le tabac, et encore, on ne le recevait pas tous les mois. Et effectivement, on n'avait pas à qui se plaindre quand on ne le recevait pas. Mais c'était notre seule monnaie d'échange. Parfois, sur le chantier, vous aviez des personnes qui arrivaient à sympathiser avec des ouvriers polonais ou italiens ou autres, et qui leur donnait un petit peu à manger. Et ça leur donnait une monnaie d'échange. J'avais sympathisé avec le chauffeur italien avec qui je travaillais, et qui de temps en temps me donnait un peu de pommes de terre. Et il aimait que les pâtes. Et il me donnait un peu de pommes de terre, et on se régalait, mon père et moi, avec ces pommes de terre. Il m'est arrivé, mais c'est individuel, et aussi toujours dans ce camp de Païs-Richam, quelque chose d'un peu spécial. À la fin, lorsque le chantier était terminé, et que le chef du camp SS voulait encore gagner de l'argent, on lui a demandé d'envoyer à peu près une cinquantaine de personnes pour fabriquer des maisons faire un village, si vous voulez. Il y avait une dizaine de maisons à construire. Et je vous parle pas de l'angoisse qu'on a eue lorsqu'on est rentré dans les camions, parce qu'en définitive, ils nous ont dit que c'était pour un chantier pour construire des maisons, mais rien ne disait qu'on n'allait pas à Auschwitz. Alors, au bout d'une vingtaine de kilomètres, on nous a arrêtés. Effectivement, c'était une maison, c'était un chantier pour fabriquer des maisons. Des maçons italiens étaient là, et ils nous ont demandé donc de faire des trous et pouvoir pour la cave, etc. Et j'ai eu la chance, un jour, il y avait une grande ferme collective, pas très loin, et une jeune fille promenait une chèvre le long d'une berge. Il y avait une petite rivière, et avec des herbes assez hautes, et elle promenait sa chèvre tous les matins. Et un jour, elle me fait signe à un endroit. Alors je demande donc aux gardes de m'éloigner pour faire mes besoins, et j'allais à cet endroit-là et je vois une coupelle avec du lait. Alors je prends la coupelle, je le vide dans on avait toujours des gamelles sur nous, jour et nuit, et on s'en séparait jamais. Et je le vide donc dans ma gamelle, et je repars travailler normalement. On s'est régalé, mon père et moi, bien sûr, en se cachant. Et le lendemain, la même chose. Ça a duré 3 jours. Et au bout du 3e jour, j'ai plus revu la jeune fille, ni la chèvre, ni plus rien. Alors, il y a plusieurs choses là. Vous changez donc de site à ce moment-là. C'est cela. Moi, j'ai une question sur les arrivées et les départs. Lorsqu'il y a des sélections, il y a des détenus, des déportés qui partent. Est-ce qu'il y a des convois qui arrivent et à quel moment? C'est vrai. Au début, il y avait des convois qui venaient combler ceux qui partaient. Mais vers la fin, quand le chantier était pratiquement prêt et nous étions de trop, il y a eu des sélections et à ce moment-là, au lieu d'avoir 400 personnes dans le camp, il n'y en avait plus que 300.
Et à la fin, il y en a même eu 200, je crois, et à la fin du chantier. Et lorsque nous sommes partis de Païskritcham, et on nous a donc mis dans des wagons, on ne savait pas où on allait, en fait. Justement, alors, les sélections, qu'est-ce que vous pensiez de ces sélections? Est-ce que vous saviez où allaient les gens qui partaient? Alors, disons qu'à la fin, en 44, fin 43, début 44, on commençait à le savoir. Et qu'est-ce qu'on disait? On savait qu'il y avait des faux crématoires, et qu'on brûlait des gens. Mais on pensait à l'époque que c'était des hommes morts, qui étaient fatigués, qui étaient morts. Nous, dans le camp de Païskritcham, il n'y avait pas de faux crématoires, donc on enterrait les morts dans un cimetière, un endroit un peu spécial. Mais dans les autres camps, dans tous les autres camps que j'ai fait par la suite, il y avait toujours un faux crématoire. Et on pensait d'ailleurs, même quand on est arrivé à Blechhammer, où il y avait un faux crématoire, ce four ne servait qu'à brûler les morts de fatigue, de faim, etc. Et à partir de quand et par qui, autant que vous puissiez vous en souvenir, vous apprenez qu'il y a ces fours crématoires et vous apprenez le destin de ceux qui sont sélectionnés? En fait, on l'a su à partir donc de 44, début 44, on l'a su de plus en plus formellement. Quand on a quitté Blechhammer, par exemple, pour aller faire la marche de la mort, on savait que à ce moment-là, on savait que les faux crématoires existaient, qu'on brûlait les Juifs. Et qui vous en informe? Vous vous souvenez? Les bruits. C'est des bruits. Et à propos des bruits aussi, quelles informations circulent dans le camp, là où vous vous trouvez? Par qui elles arrivent? Et qu'est-ce qu'on sait de ce qui se passe dans le monde, par exemple? Est-ce qu'on sait quelque chose? Alors ça, oui, parce que, par exemple, au camp de Païskritcham, nous avions, sur le chantier, nous avions des Anglais, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qui nous donnaient des nouvelles. Nous avions des Russes aussi, des prisonniers de guerre russes qui étaient là. Il y avait un camp pas très loin d'une autre d'ailleurs, et qui avait le même statut que nous, c'est-à-dire galoche, 1 litre de soupe, etc., et qui était en haillons. Eh bien, par eux aussi, ils venaient d'être prisonniers depuis très peu de temps. Ils nous disaient exactement ce qui se passait sur le front. Ensuite, comme nous travaillions pour la Reichsbahn et qu'on mettait des rails, etc., on a vu des trains entiers arriver avec des blessés. Et à ce moment-là, dès qu'un train arrivait, on nous demandait de tourner le dos pour ne pas voir. Mais on jetait quand même un coup d'œil de temps en temps rapidement et on voyait, même les rideaux étaient en sang, on voyait que c'était des trains entiers qui revenaient de Russie. Et leur peur, et la grande peur des Allemands, c'était de partir combattre en Russie. Ils savaient que lorsqu'ils partaient en Russie, c'était la mort. Alors ils étaient prêts à tout. À montrer qu'ils étaient plus nazis que les nazis, à montrer n'importe quoi pour ne pas aller, ou dénoncer les autres pour ne pas aller au front. Et c'est pour cette raison... Ça, c'est dans le camp, donc. Et ça, c'est dans le camp. Et c'est pour cette raison que jusqu'à la fin, il y a eu des pendus, il y a eu on nous a maltraités au maximum, même quand ils ont su que la guerre était perdue, parce qu'eux-mêmes ne voulaient pas aller au front. Vous mentionnez un épisode qui est sans doute de la plus haute importance dans votre vie à cet endroit, c'est la visite de Himmler. Est-ce que vous vous souvenez de cet épisode? Est-ce que vous vous souvenez de cette visite? Qu'est-ce qui s'est passé à ce jour-là? Alors, en fait, pas grand-chose. Il est arrivé. On nous a demandé, d'ailleurs, dans la journée, on nous a demandé de nous laver, etc., correctement. Ils nous ont passé en revue si on était bien habillés et il fallait rapiécer tous les vêtements déchirés, etc. Et on nous a promis une double ration de soupe. Si on était propre, si on présentait bien. Et lorsqu'il est arrivé, très vite, il nous a passé en revue, sans rien dire, à 3-4 mètres de nous, vous voyez, et il est rentré dans la cuisine. S'il a goûté ou pas goûté, j'en sais rien, parce que dans la cuisine, on ne savait pas ce qu'il avait fait. Il est ressorti tout de suite de la cuisine et il est reparti. Le lendemain, il y a eu une sélection.
Et vous avez le souvenir de cet homme? Est-ce que vous pouvez me le décrire? Et comment vous saviez qui il était? Est-ce que vous connaissiez son nom? Ah oui, bien sûr. On savait son nom parce que même avant la guerre, quand il y avait les discours de Hitler, etc., il faisait partie de cet état-major. Et donc on connaissait son nom et on connaissait même son visage parce que on le voyait dans les actualités, on le voyait partout. Donc on l'a très vite reconnu. Et physiquement, est-ce que vous pouvez me le décrire? Non, j'ai pas beaucoup de souvenance de cela. Mais il était entouré d'officiers, très bien habillé, bien sûr, tout un état-major, mais lui-même, il n'avait pas l'air de... Il brillait moins que ceux qui étaient autour de lui. Donc en fait, il est venu, on vous avait rassemblé sur la place de l'Appel, c'est ça? Pendant presque une demi-journée d'avance. Il y en a, et je me souviens, il faisait froid, et il y en a qui l'ont pas tenu, qui sont partis à l'infirmerie parce qu'ils sont tombés par terre. Mais ça a été très dur. Et donc ce jour-là, vous n'avez pas travaillé, qu'est-ce que vous avez fait? C'était un dimanche. Il y a un point sur lequel on est passé, mais est-ce que vous avez été tatoué? Dans quelles conditions? Et quel est votre numéro? Alors, mon numéro est le 176 850, mais j'étais tatoué en 1944 au camp de Blèche-à-Mer, à la fin. On est arrivé au camp de Blèche-à-Mer peut-être 3 mois après ou 2 mois après. On nous a tout de suite revêtus, bien sûr, des uniformes de déportés, des rayures. Et 2 mois après, on nous a tous tatoués. Ça s'est fait par ordre alphabétique. Et alors ce tatouage dans votre vie, ça joue un rôle aussi, puisque vous avez mentionné qu'en Israël, vous aviez reconnu un 176 000, donc Oui. il était dans votre série. Quel rapport vous avez eu avec ce numéro? Certains déportés ont souhaité, certains l'ont fait, l'effacer. Ça nous a pas troublé spécialement. Enfin, pour moi, ça m'a pas troublé spécialement. On savait qu'on était des bêtes, donc on était tatoués comme des bêtes. Ça ne nous a pas... je ne peux pas dire que ça a fait quelque chose, un effet quelconque. C'était quelque chose je me souviens lorsque un jour, à Buchenwald, on nous a fait des piqûres. Bon, qu'est-ce que c'était comme piqûre? On ne savait pas. Ben là, c'était pareil. On nous a tatoués, mais ça faisait partie de notre vie. Donc vous vivez entre 1942 et 1944 dans ce camp où vous avez fait du terrassement. Oui, c'est ça. Et en 1944, j'ai donc été au camp de Blèche-à-Mer. Et à Blèche-à-Mer, j'ai été... on nous a demandé nos métiers. C'était un camp qui fabriquait de l'essence synthétique et de l'huile lourde à base de charbon. Et il fallait donc... il y avait plusieurs corps de métier et on avait besoin de spécialistes. Nous étions du camp de Païs-Richam, nous étions, je crois, catalogués en tant que spécialistes à Païs-Richam. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'on touchait plus d'argent, les firmes donnaient plus d'argent à des spécialistes qu'à des ouvriers. Je ne sais pas, mais il devait y avoir une petite combine entre SS. Alors, parlons peut-être juste avant de venir à Blechhammer, parlons des derniers jours de Païs-Richam. Dans quelles conditions ça se passe? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, le fameux chantier de maison que nous fabriquions était terminé. Nous sommes rentrés au camp et là, on nous a dit que le lendemain, tout le camp serait évacué. Donc de nous préparer. Et le lendemain matin, toujours réveil 4 heures, 5 heures, ça dépendait, place de l'Appel, et là on part. Et en partant, sur le chemin, on a vu un petit commando de l'armée allemande venir avec des lance-flammes pour brûler le camp, pour faire disparaître le camp. Et nous sommes partis donc en train
jusqu'à une gare où de là il fallait marcher quelques kilomètres pour arriver à Blech-Hammer. Et arrivé à Blech-Hammer, on nous a répartis dans plusieurs blocs. Et mon père et moi, on a eu la chance de tomber dans un bloc de déportés de Tchécoslovaquie. C'était que des Tchèques qui nous ont acceptés en disant qu'il y avait 2 lits libres. Et j'ai retrouvé des êtres humains. Ça a été formidable parce que ils essayaient de garder leur dignité, d'être courtois. Ça a été moralement, ça a été très bénéfique. Alors, vous mentionnez donc votre père à ce moment de notre échange, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé à propos de Paisretcham, on n'a pas parlé de votre relation avec votre père. Au début, vous m'aviez dit, vous dissimulez bien sûr le fait qu'il y a une relation de paternité, enfin une relation familiale entre vous deux, et vous apparaissez comme des détenus sans lien. Comment ça va évoluer, ça, dans les années Ça a été très vite. Ça s'est fait très vite parce qu'on était dans la même baraque et on dormait l'un au-dessus de l'autre. Et quand il y a eu le partage, mon père me donnait toujours le meilleur morceau, le plus grand morceau. Alors ça s'est vite su. Voilà. Comment ont réagi les autres? Non. D'accord. Alors, donc, on est à Blech-Hammer maintenant. Comment ça se répartit entre commandos, Blech-Hammer? Alors, arrivé là-bas, on nous a demandé des spécialités. Et j'avais dit que je me connaissais en électricité, en mécanique. Alors, ils m'ont mis donc dans un chantier, enfin il y avait plusieurs firmes, sous une firme qui s'occupait de ressouder des tuyaux les uns aux autres. Et une fois arrivé sur le chantier, ils m'ont demandé si je savais souder. Je n'ai jamais su, mais néanmoins, j'avais menti en disant oui, j'ai fait un petit peu de soudure, mais pas grand-chose. Et la personne qui s'occupait de la soudure, qui était je ne sais pas s'il était allemand ou polonais, m'a dit bon, je vais t'apprendre à souder. Et il m'a appris à souder. Et de ce fait, ça me plaisait bien parce que d'abord la flamme me réchauffait en hiver et c'était pas désagréable. Et le travail, bon, il n'était pas déplaisant. Les prisonniers de guerre anglais rassemblaient les tuyaux sur une pergola, et puis une fois qu'ils étaient rassemblés, moi je devais faire la soudure des tuyaux. Parfois, je transformais des boulons qui étaient par exemple carrés, il fallait les transformer ovales, par exemple pour les rails de chemin de fer. Et il fallait donc faire ça. Il fallait parfois découper de la tôle. On m'a appris également à découper de la tôle, toujours avec les bonbonnes de gaz. Hein. Et un jour, où j'étais en train de travailler avec les Anglais, pour aplatir des boulons, et ils avaient une masse et ils aplatissaient des boulons, arrive le chef des SS de Blech-Hammer d'un coup comme ça, et ma chance inouïe c'était que 2 minutes auparavant ils avaient fait une pause cigarette et j'attendais qu'ils aient fini pour continuer de travailler, donc je ne faisais rien. Heureusement qu'au moment où il est arrivé, on venait de commencer depuis 1 minute ou 1 minute et demie à taper sur les... Sinon j'étais pendu. D'ailleurs, s'ils avaient vu que vous étiez en pause... Ah oui, j'étais pendu. Vous aviez vu déjà ouais. ça. Ça, c'est... dans ce camp, souvent, ils pendaient. Pour pas grand-chose. Quelle était l'organisation du camp? Est-ce que vous saviez ce qu'on y faisait dans les différentes zones? Alors, j'ai su, dans le camp lui-même, j'ai su que... Enfin, et je le voyais, que les capots n'étaient pas des brutes. C'était des capots comme des policiers, disons. Mais n'étaient pas des brutes. Et le chef du camp non plus. Ça fait que
je retrouvais un petit peu d'humanité dans ce camp. Le travail était toujours dur, la faim était toujours là, la mort rôdait aussi, mais disons que la chance pour moi, c'était d'avoir trouvé un travail qui n'était pas désagréable, où je pouvais en hiver me chauffer, etc. Mon père n'a pas eu cette chance. Lui, il est tombé sur un commando de terrassement et il travaillait assez dur. Bon, ma chance à moi, c'est que comme je travaillais beaucoup avec les Anglais, parfois les Anglais me donnaient quelque chose à manger qui était une monnaie d'échange pour avoir du pain, etc., et qu'on pouvait se partager. Et vos contacts, vos échanges avec ces Anglais, ils étaient de quelle nature? Est-ce que vous parliez? Est-ce que vous liez amitié? Oui, oui, du fait qu'on travaillait sans témoin, parce qu'on était dans un hangar et qu'on travaillait sans témoin, parfois on parlait de la situation. Donc je connaissais, et bon, il m'est arrivé que je vous raconte quelque chose, c'est qu'à la fin, la guerre a été pratiquement perdue pour les Allemands, alors ils ont monté une baraque où il y avait marqué cantine dessus, sur cette baraque. Et quand on rentrait à l'intérieur, ils nous ont donné également de l'argent. C'était des tickets de carton, hein, où il y avait un tampon avec la croix gammée, et où ça était marqué un Deutschmark, mais ça n'avait aucune valeur. Et grâce à cette monnaie, on pouvait acheter quelque chose à la cantine. Malheureusement, dans cette cantine, il n'y avait rien. Il y avait juste une fois un tonneau de moules entouré d'une espèce de moutarde qui sentait à 3 km à la ronde. Et malgré notre faim, personne n'a osé toucher à ces mollusques parce que je crois qu'ils seraient tombés raides morts. C'était un vrai poison. Il y avait quand même du papier hygiénique. Pourquoi ce papier hygiénique dans cette cantine? Personne n'en avait besoin, parce qu'on se servait de papier journaux, et on ne sait pas. Il était là. Moi, comme j'avais de l'argent et que je ne savais pas quoi en faire, j'en ai quand même acheté un rouleau. Ça me servait à envelopper mon petit bout de pain que j'arrivais avec beaucoup de force à économiser au lieu de manger le matin d'un coup, à le garder un petit peu pour plus tard. Et je l'ai enveloppé. Et un jour, un Anglais m'a vu avec ce papier que je déroulais pour prendre mon petit bout de pain. Et il m'a demandé si je pouvais lui en avoir. Et je dis oui. Et c'est comme ça qu'il y a eu un petit peu d'échange entre du papier hygiénique, et j'ai eu droit à une boîte de confiture qui était quand même assez fort, que j'échangeais avec les capots. Donc les capots, à ce moment-là, c'est qui? C'était des capots qui nous entouraient, qui menaient une discipline assez sérieuse, disons, sans pas d'une discipline de fer, mais assez sérieuse quand même. Et on n'avait pas énormément de contact avec eux, mais lorsque on faisait des monnaies d'échange comme moi là, avec cette boîte de confiture, ils tenaient parole, parce que sinon ils perdaient leurs moyens d'échange aussi. Alors voilà, ça nous a valu, je crois, une boule de pain. Alors, Blechhammer, dans votre vie, c'est quelle époque? À partir de quand? 44 jusqu'à la fin. Quelle époque en 44? Vous vous souvenez à peu près? C'était en hiver, en automne, en été? Non, c'était début en hiver. C'était début 44 jusqu'à la fin, jusqu'à la marche de la mort. Alors Blechhammer, là aussi une question sur la vie quotidienne. Est-ce que c'est comparable avec ce que vous aviez vécu? Est-ce qu'il y avait des appels? Qu'est-ce qui était différent? Il y avait des appels, c'était toujours pareil, on avait toujours faim, c'était toujours la même chose. Il y avait une chose encore, c'est qu'à Païs-Kretscham, pendant les près de 2 ans où j'étais à Païs-Kretscham, je n'ai pas vu un seul avion allié, pas une seule bombe. Alors que là, à Blechhammer, pratiquement tous les jours, on avait un avion de reconnaissance, et le lendemain, il y avait un bombardement de l'usine. Jamais l'usine centrale, là, ce qu'on appelait la Kraftwerk, a été touchée.
Mais par contre, il y a eu des bombes qui sont parties de tous les côtés, et les Anglais ont envoyé des bombes à retardement pour mobiliser l'usine. Cette bombe à retardement pouvait bien sûr exploser tout de suite, mais elle pouvait exploser aussi le lendemain ou au maximum 3 jours. Et c'était fait pour que pendant 3 jours, les Allemands ne puissent pas revenir sur les chantiers et ouvrir l'usine. Malheureusement, ils ont donné l'ordre aux déportés qui n'avaient pas le droit de sortir et de se cacher, de récupérer les bombes, de dire où étaient tombées les bombes, afin de les déminer. Néanmoins, ça les perturbait quand même pas mal. Et tous les 2 jours, mettons, il y a eu un bombardement, ou tous les 3 jours, il y a eu un bombardement, toujours avec ces bombes. Un jour, on a su qu'il y avait une bombe qui était tombée sur un chantier, sur un petit chantier, et j'ai su que c'était le chantier où travaillait mon père. Et imaginez, quand je l'ai vu. Donc, ces bombes, quel impact avaient-elles? Est-ce qu'elles ont détruit des parties du camp? Est-ce que vous avez... Non. À aucun moment, le camp qui était disons 1 kilomètre à 1,5 kilomètre du chantier n'a jamais été touché. Jamais. Ni même les rails, rien. Toujours, l'usine a été bombardée, mais quand on parle d'usine, quand même, il faut que je vous dise que à Blechhammer, à Heidebreck, ça représentait presque un arrondissement de Paris. Vous voyez, c'était pas juste une usine avec une cheminée, hein. Et donc, c'était immense. Alors, ils bombardaient, il y a eu quelques usines qui, effectivement, étaient frappées, mais néanmoins, je n'ai pas vu... je l'ai vu une fois arrêté, mais pas énormément. Mais nous venions quand même travailler. Donc ça, c'est au cours de l'année 1944. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a eu un débarquement à la fois en Normandie et en Provence? On l'a su tout de suite par les Anglais, oui. Dès que le débarquement a eu lieu à Paris, en Normandie, on l'a su tout de suite. On savait que la Normandie, c'était loin de la Haute-Silésie et que les Allemands ne se laisseraient pas faire. Donc on ne se faisait pas énormément d'illusions, mais ça a été une joie formidable. Ça, il faut reconnaître que quand on a su qu'il y a eu le débarquement et qu'il a réussi, ça a été une joie extraordinaire. Et on pensait néanmoins que peut-être que ça irait très vite. Peut-être. Donc entre 1942 et là, nous sommes en 1944, vous êtes un enfant quand vous entrez dans cette phase de votre vie et vous devenez un adulte. Je crois que j'ai tout de suite été un adulte et je suis resté enfant. J'ai tout de suite été adulte par ma vie que j'ai menée tout de suite. Et je suis resté quand même enfant parce que j'avais toujours 15 ans. Ce que vous voulez dire, c'est que d'une certaine façon, la vie s'arrête à 15 ans et que ce qui commence, c'est... Vous êtes jeté dans un monde d'adulte à partir de cet âge-là. Disons. L'expérience, j'avais l'expérience d'un homme, d'un vieil homme presque, ou d'un adulte, mais je suis quand même resté un enfant de 15 ans. J'ai omis de vous poser une question sur le camp et le contexte du camp, des deux, là. C'est est-ce que vous êtes en contact avec une résistance ou avec des formes de résistance plus ou moins organisées? Pas du tout. Pas du tout. Et pourquoi il y a jamais eu pratiquement d'évasion? Parce que à cette époque, hein, un homme jeune était sous uniforme. Deuxièmement, il fallait qu'il parle parfaitement l'allemand. Non seulement qu'il devait parler parfaitement l'allemand, mais il devait également avoir l'accent de l'endroit où il était. Et troisièmement, il y avait toujours ces fameux papiers. Moi, je me souviens, lorsque j'étais à Paris, eh bien, il m'est arrivé de sortir du métro souvent et on me demandait mes papiers. Donc, c'était filtré dans toutes les gares, sur toutes les routes. C'était pas facile.
C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu, sauf cette fois où le beau-frère donc du cuisinier est arrivé à s'en sortir, grâce à sa femme, je pense. Et il n'y a jamais eu d'évasion réussie. Ce qui vous est arrivé, puisque vous aviez accès à des outils, vous travaillez sur les wagonnets, etc. Est-ce qu'il vous est arrivé d'imaginer ou de rêver la possibilité de préparer un coup, de tenter quelque chose? En fait, non, pour une simple raison. C'est que souvent, il nous disait que, et il le faisait volontairement, et on a eu plusieurs fois le cas, c'est que tout le monde est puni. Par exemple, le jour où il y a eu cette fameuse évasion, eh bien, pendant près d'une heure, on a couru dans la cour, on s'est mis à plat ventre, coup de sifflet, il fallait se relever, etc. Et je peux pas vous dire combien il y a eu de morts ce jour-là. Vous comprenez? Et ça s'est fait même à Blair-Hammer par la suite. Je ne sais plus pour quel. Il y a eu une pendaison d'un jeune garçon qui avait peut-être 19 ou 20 ans, un Hollandais, qui a été pendu parce que il avait pris pour la hanse de sa gamelle, il avait pris un petit bout de filet d'aluminium qui servait pendant la guerre à faire passer l'électricité. On a dit que c'était du sabotage, il s'est fait pendre pour ça. Et à chaque fois qu'il pouvait, il montrait qu'ils étaient capables de faire n'importe quoi pour arriver à nous faire peur. Il est bien entendu que si quelqu'un avait posé la main même sur un capot, je parle même plus d'un SS, eh ben, non seulement il aurait été mis à mort, il a été pendu, mais en plus, tout le camp aurait subi des brimades. Donc, on va parler des derniers jours alors de Blesheimer. Il y a donc les bombardements et comment ça évolue ensuite la situation? Alors, les bombardements continuaient de plus en plus. On entendait par des bruits que les Russes s'approchaient. Là, c'est pareil. Lorsqu'on a su que à Stalingrad, l'armée russe avait résisté, ça a été également la joie. On s'est dit, bon, bah maintenant, soit on sera libéré par les Russes, soit on sera par les Américains, mais on sera libéré rapidement. On savait pas comment, mais entre les deux feux et au milieu du front, on savait pas comment on allait être libéré, mais on le pensait. Et en définitive, ce qui importait, je crois, à l'époque, c'était pas tellement, on n'avait pas peur de mourir. Ce qui nous aurait fait plaisir, c'était de vivre la fin, ou tout au moins la libération. C'était le principal. On finissait par ne plus avoir peur de la mort. Qu'est-ce qui vous aide à tenir, justement? Parce que c'est très dur. Alors, pour moi, c'était mon père. Pour mon père, c'était moi. Mais pour les autres, c'était de raconter. Également pour moi, hein. Parce qu'à chaque fois qu'on voyait des copains mourir et tout, la seule chose qu'ils nous demandaient, il faut dire au monde ce qui s'est passé. À chaque fois. Bon, c'est ce que je fais, et c'est ce que presque tous les déportés le font, et parce que c'est une promesse, et c'est une promesse qui est très forte, parce que il faut que le monde sache qu'il faut pas grand-chose pour que ça recommence. Vous avez des souvenirs de déportés qui, au seuil de la fin, vous ait demandé, vous ait dit ou ait dit à vos amis, à vos proches dans le camp de témoigner? Oui, beaucoup. J'en ai vu beaucoup, bien sûr, des personnes qui m'ont demandé de témoigner. Il y en a même, on m'a posé la question également sur Dieu et est-ce que les gens faisaient des prières et autres. Je l'ai jamais vu. Je crois que les seuls noms que j'ai entendus, c'est des noms féminins de leur mère ou de leur femme, c'est tout. Vous prononcez le mot femme. Vous avez évoqué cette jeune fermière, probablement, qui vous avait donné du lait. Oui. Est-ce que vous avez des contacts avec d'autres femmes durant toute cette période? Est-ce qu'il y a des contacts avec des femmes du camp? Est-ce qu'il y a des femmes dans les camps où vous vous trouvez? Dans le camp de Paes-Krecham, il y avait une dizaine de femmes. On avait, bien entendu, pas le droit d'avoir de contact, quel qu'il soit. Hein. Ceux qui avaient des contacts, c'était les capots. Mais nous, pas du tout. Le fait que ma baraque était pas très loin de la leur
m'a permis un jour de rencontrer une petite jeune fille qui nous distribuait de temps en temps de la soupe, avec qui rêvait de Paris et que j'ai pu dire quelques mots, mais c'est tout. Mais on n'avait pas de contact. À Blèche-à-Mer, j'en ai pas vu. Enfin, tout au moins, là où je travaillais, j'ai jamais eu de contact avec les femmes. Qu'est-ce qu'elles faisaient, ces filles? Elles faisaient le ménage pour les gardes. Elles s'occupaient surtout des gardes. Elles n'avaient rien à voir avec nous. Alors la fin de Blèche-à-Mer, comment ça se passe? Alors à la fin de Blèche-à-Mer, on entendait donc on entendait les coups de canon des Russes. Et un jour, on nous a tous rassemblés sur la place de l'Appel et une évacuation totale du camp. Et c'est là qu'a commencé la marche de la mort. C'était en plein hiver. On nous a donné une ration de pain. Et puis, je crois qu'on m'a donné un petit bout de margarine, mais je suis pas sûr. Puis on est parti. On est parti, on a commencé à marcher sans arrêt. Il faisait très froid, et beaucoup de vent, il neigeait. Le sol était glacé et il fallait marcher très vite parce que les SS avaient peur des Russes. Et donc, pour accélérer la colonne, ils tuaient les personnes qui étaient derrière. Et au fur et à mesure qu'ils tuaient les personnes derrière, les autres qui étaient les derniers poussaient pour qu'on avance plus vite. Donc, première chose, ne jamais être en arrière. Toujours tenir au moins le milieu de la colonne parce que il nous arrivait des fois de perdre nos chaussures, etc. Il fallait vite les rattacher avec des bouts de chiffon et autres, et on perdait du temps, il fallait rattraper donc tout ça. Et ça a été ça pendant des jours et des jours de cette marche de la mort. C'est le mois de janvier 1945. C'était en plein mois de janvier, oui. 45. Et nous sommes arrivés au bout de 3-4 jours. On dormait dans les greniers qui étaient réquisitionnés. Et ensuite, quand on partait, il passait à la baïonnette, il passait dans les meules de foin partout. Et puis on repartait le lendemain. Une fois, on est même arrivé à être répartis dans une grange où il y avait des vaches. Et je m'étais allongé sous une vache, parce qu'il n'y avait pas d'autre place. Mon père était à côté. Et j'ai dit à mon père, mais il va m'écraser. Il m'a dit, non, il se couchera jamais sur toi. Une vache ne se couche pas sur un obstacle. Et c'était vrai. J'ai passé la nuit au chaud, ce jour-là, humide, mais au chaud. Et le lendemain, on est reparti. Toujours avec des morceaux de glace qui étaient partout, parce qu'il y avait en Haute-Silésie des vents tourbillonnants. C'était vraiment glacial, et à chaque fois, autour de notre bouche, à chaque fois il y avait de la glace, parce que ça n'avait pas le temps de s'échapper, que ça devenait tout de suite de la glace, tellement il faisait froid. Alors vous décrivez ces conditions terribles de la marche, de la marche de la mort, on les a appelées comme ça. C'est ça. Vous étiez habillé comment et qu'est-ce que vous mangiez, qu'est-ce que vous buviez? Toujours pyjama, rien à manger, rien à boire depuis le premier jour. On buvait de la neige, on mangeait de la neige, ce qui était plus terrible encore, ça donnait encore plus soif. Et on n'avait rien à manger. Je me souviens, quand on arrivait dans une grange, on cherchait des rutabagas et tout. Il paraît qu'il y en a qui en ont trouvé. Moi, j'ai jamais rien trouvé. Et puis, au bout du 3e jour, on est arrivé dans un camp qui s'appelait Grosse-Rosaine. 4e jour. Alors, dans les granges où vous alliez, est-ce qu'il y avait des personnes? Est-ce que c'était habité? Vous mentionnez des bêtes, des animaux dans les fermes? C'était des fermes, c'était des granges immenses, c'était des fermes, mais on ne voyait pas de personnes, hein. Les personnes étaient chez eux et n'avaient pas le droit, je pense, de sortir. Combien vous êtes approximativement? Est-ce que vous avez une idée de combien il y a de personnes au départ de cette marche? Non, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des historiens qui sont arrivés à le chiffrer. Je crois que
que Maître Clarsfeld est arrivé à chiffrer le nombre, mais je ne m'en souviens pas. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui meurent pendant les marches dont vous êtes témoin? C'est énorme. On en voyait tout le temps. Au fur et à mesure qu'on marchait, on voyait des gens tomber. On savait que dès qu'un déporté tombait, il recevait une balle dans la tête. Ça, c'était... S'il sortait des rangs, de gauche comme de droite, il recevait une balle dans la tête. À l'arrière, je vous en parle même pas. Et c'était l'hécatombe. Et nous avancions donc, et nous sommes arrivés à Grosse-Rosaine. À Grosse-Rosaine, c'était un camp où il y avait que de la boue. C'était de la glaise. Quand on marchait là, on s'enfonçait au-dessus des chevilles. Et lorsqu'on voulait enlever le pied, et souvent la chaussure restait à l'intérieur. C'est pour vous dire que lorsque il fallait courir et qu'on était matraqué par des capots qui étaient tous des droits communs dans ce camp, tous, c'était une vraie hécatombe. Moi, j'ai reçu un coup de matraque, j'ai vu 36 chandelles, comme on dit. Et tout ça parce qu'on n'allait pas assez vite quelque part ou à un rassemblement. Heureusement que dans ce camp, on n'a rien eu à manger non plus parce que dès que la nourriture arrivait dans le camp, les déportés se jetaient dessus et il n'avait même pas le temps de faire 20 mètres qu'il n'y avait plus rien dans la cuve. À un tel point que les miradors, les soldats dans les miradors tiraient sur les personnes qui voulaient s'approprier la soupe avant la distribution. Et bien entendu que souvent les porteurs étaient tués aussi et que la soupe se renversait avant même que ça arrive dans le camp. Ça fait que pendant les quelques jours qu'on est resté dans ce camp, on n'a rien mangé. Et on est reparti, on nous a donné un morceau de viande dans la main. Au moment de la sortie, on nous a donné un morceau de viande hachée. Et on est reparti dans des wagons ouverts. Il neigeait toujours. Le fond des wagons était glacé. Et quand on est rentré dedans, on était complètement mouillé. Et on est parti jusqu'à Buchenwald. On était content de partir de Grosse-Rosaine parce qu'à Grosse-Rosaine, ça avait beaucoup de morts aussi. Et arrivé à Buchenwald, on s'est arrêté devant la gare de Weimar parce qu'un bombardement venait d'avoir lieu. Non, elle était en train d'être bombardée. La gare était en train d'être bombardée. Et ça me faisait plaisir de voir tomber les bombes. Alors mon père m'a demandé de me cacher sous le wagon, mais j'ai pas voulu. J'ai voulu regarder les bombes tomber. J'avais tellement de plaisir à les voir tomber et s'écraser sur les Allemands que je voulais pas descendre. Et malheureusement, une bombe est tombée pas très loin du wagon et j'étais pris par un éclat d'obus. Alors, je suis redescendu du wagon et là, mon père m'a fait un pansement. J'ai eu la chance que ça m'a éraflé le cuir chevelu. Ça n'est pas rentré à l'intérieur, ça m'a juste éraflé. Et puis, on est parti après le bombardement, on est rentré au camp de Buchenwald. Au camp de Buchenwald, on nous a déshabillés entièrement, on nous a mis dans des cuves de désinfection. C'était horrible. Et puis, on nous a répartis. Et là, mon père et moi, on a été dans le petit camp. Le petit camp, c'était un mouroir. Dans le grand camp, on pouvait trouver des Français, on pouvait essayer de discuter, et faire quelque chose ou avoir quelque chose. Dans le petit camp, rien. C'était vraiment le mouroir. Néanmoins, mon père s'est passé... Moi, je ne pouvais plus marcher, j'avais les 2 pieds gelés. Et je ne pouvais plus marcher. Et mon père s'est mis volontaire pour... comme il y avait des bombardements, pour enlever les gravats des maisons, etc. Et il avait droit à une soupe supplémentaire. Ça fait que nous la partagions le soir. Et les jours ont passé comme ça, jusqu'au moment jusqu'au mois d'avril. Et au mois d'avril, ils voulaient évacuer le camp de
de Buchenwald. Alors ils se mettaient en deux rangs, les gardes se mettaient en deux rangs devant la porte du bloc jusqu'à la place de l'Appel. Ça fait que tous ceux qui étaient dans le bloc, obligatoirement, étaient obligés d'être acheminés sur la place de l'Appel. On avait fait un trou sous la baraque pour pouvoir nous évader. Et naturellement, pas tout le monde pouvait s'évader là-dedans, mais comme j'étais jeune et assez souple, j'arrivais avec mon père, on arrivait, mon père qui ne l'était moins, mais on est arrivé quand même à se sauver. Pendant 2 jours, on est arrivé à se sauver, et puis le 3e jour, on s'est fait prendre. Pourtant, il y avait un surveillant qui surveillait la venue des gardes. Et alors, quand on arrivait à se sauver, vous aviez fait un trou à l'intérieur de la baraque, c'est ça? Qui donnait à l'extérieur de la baraque, et on pouvait se sauver dans une baraque qui était vide, qui était déjà déportée, dont les habitants étaient déjà déportés. Donc elle était complètement vide. Elle était complètement vide. Et donc on allait là, on avait rendez-vous dans cette baraque. Et malheureusement, moi je suis arrivé à sortir par le trou, et mon père il n'y est pas arrivé. Il y avait trop de monde, peut-être, je ne sais plus ce qui s'est passé. Bref, il a été pris. Il a été pris, et quand j'ai su qu'il a été pris, dès le lendemain, je me suis laissé prendre également, parce que je me suis dit, il a sûrement pas dû être évacué, il est sûrement encore sur la place de l'Appel, donc je vais sûrement le revoir. Alors je me suis laissé prendre, et je suis arrivé sur la place de l'Appel. Malheureusement, il n'y avait personne, les autres ont été déjà évacués. Il y avait près de cette place de l'Appel, la menuiserie à Buchenwald. C'était des planches, il y avait des planches qui étaient là, avec une certaine hauteur, pendant pas mal de mètres carrés, qui peut-être auraient servi à faire des baraques ou à refaire les planches des baraques qui étaient cassées, je ne sais pas. En tout cas, une menuiserie assez importante. J'ai donc été évacué le 10 avril de Buchenwald, alors que je voyais de la place de l'Appel, je voyais au loin les chars américains en train d'envoyer des obus au-dessus du camp. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que vous êtes dans un coin du camp où vous aviez pu vous échapper par ce trou qui avait été creusé. Donc, vous revenez sur la place de l'Appel et il n'y a personne. Enfin, et le camp, sauf ceux des baraques qui sont pris, parce que une fois qu'il avait évacué notre baraque, ils allaient dans une autre baraque, ils faisaient la même chose. Donc votre baraque avait été évacuée, donc la baraque où vous étiez avant, absolument, elle avait été évacuée. Absolument. Et ça veut dire que dans votre secteur du camp, il n'y avait plus personne, ou qui y avait-il? Dans le petit camp, il n'y avait presque plus personne. Il restait peut-être encore peut-être 2 baraques, ou pas plus, hein. Et donc, qu'est-ce que vous décidez de faire à ce moment-là? Alors, rien, j'étais sur la place de l'Appel et on nous a évacués. On nous a évacués. Donc vous avez été repris par des gardiens du camp qui vous ont mis avec ceux qui étaient... Non, c'était carrément des soldats. C'est des soldats... C'est des soldats qui étaient rentrés dans le camp, allemands, oui, et qui entouraient donc la baraque jusqu'à la place de l'Appel. D'accord. Donc on était évacués, et je me souviens qu'en étant évacué, j'ai vu des Allemands en train de poser dans le bois, il y avait un petit bois à traverser, des mitrailleuses de chaque côté. Et j'étais un peu inquiet, je me suis dit tiens, et puis on a donc continué de marcher, et on est rentré dans des wagons. On est rentré dans des wagons qui se trouvaient donc dans la gare de Weimar. J'ai su par la suite que l'arrière de la colonne qui partait ont été abattus par les mitrailleuses donc, qui étaient en train de se mettre en place. Donc nous montons dans des wagons et on est évacué. On s'arrête dans une gare au milieu de citernes d'essence, vous voyez, des wagons-citernes. On s'arrête là et il y a un bombardement. Les SS qui nous gardaient et l'armée qui nous gardait tout de suite sont partis, se cacher dans une petite forêt, un petit bois qui se trouvait pas très loin. Et ils nous ont même dit, si on voulait, on pouvait partir, mais aller vers le bois.
Alors c'est ce qu'on a fait. On est parti. Il y a eu des gens qui ont voulu monter sur. Il y avait un wagon de ravitaillement avec du pain. Il y en a qui ont voulu monter dans ce wagon pour prendre du pain. Ils ont été tués au départ par les gardes. Puis après ils ont donné à des capots de droit commun la garde de ce wagon. Et c'est eux qui tiraient sur les déportés qui voulaient s'approcher du wagon. Donc on part. Les avions nous bombardent, nous mitraillent, etc. Et j'arrive avec autour de moi des tas de gens qui meurent par les mitraillettes, les mitrailleuses des avions, etc. Et sans parler des bombes. Et on arrive dans cette petite forêt. Et je me dis, tiens, c'est le moment de m'évader. Et je cours donc dans la forêt. Puis malheureusement, les gardes étaient à la lisière et ils nous attendaient. Donc il a fallu revenir. Et après le bombardement, on est remonté sur les wagons et on est reparti. 2 heures après, nouveau bombardement, mais cette fois-ci, ils nous ont pas tiré sur nous parce que au premier bombardement, ils nous tiraient carrément sur nous alors que nous avions des uniformes à rayures et il y a eu beaucoup de morts. Là, c'était la locomotive qui a été visée et ils ont tiré sur la locomotive. Et la locomotive s'étant arrêtée, le train ne pouvant pas aller plus loin, ils nous ont fait évacuer à pied. Et on a commencé une deuxième marche de la mort. Et on a marché donc jour et nuit en mangeant de l'herbe parce qu'on a eu à ce moment-là, c'était au mois de mars, je crois. On a eu de l'herbe, un peu d'herbe à cet endroit-là. Et on mangeait de l'herbe. En fait, on mangeait des pissenlits, nous. Mais bon, il y en a d'autres qui ne savaient pas ce que c'était ou le différencier. Ils mangeaient de l'herbe. Et on est arrivé un jour au camp de Flossenburg. Au camp de Flossenburg, on nous a répartis on est resté des heures à nous compter, sans arrêt. Et au bout d'un moment, on nous a donné des endroits. Alors ils ont demandé aux Juifs de sortir et on les a mis dans un camp à part. Moi, je suis pas sorti, je suis resté et on est resté le dernier commando à répartir. Ils nous ont envoyés dans la douche. Arrivé dans la douche, on savait ce qui se passait déjà à ce moment-là et imaginez l'anxiété parce qu'on savait pas ce qui allait sortir des pommes, si c'était du gaz ou de l'eau. Et on est resté comme ça pendant 2 heures. Au bout de 2 heures, de l'eau est arrivée. Alors, c'était de l'eau froide, on s'est aspergé, on voulait sortir le plus vite possible. Et on nous a dit, je suis arrivé, alors ils ont vu le F de mon numéro, alors ils m'ont dit français, plus loin. Alors je suis monté, et j'ai vu, il devait être minuit, hein, tout le monde dormait, et je suis rentré à la première baraque, tout doucement, et il y avait un déporté qui était là, qui parlait français, qui m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui explique, tout doucement, parce que les autres dormaient. Et en définitive, je lui ai raconté les dernières nouvelles, ils sont tous réveillés, et je lui ai raconté les dernières nouvelles en disant, on est parti de Buchenwald, mais Buchenwald a été libéré. On a nous-mêmes vu les chars américains au loin, et on a su par la suite, en cours de route, que Buchenwald a été libéré. Donc, d'un jour à l'autre, on va être libéré ici aussi. Alors, bon, ils étaient tous contents de connaître les nouvelles, et ils m'ont donné un lit, et puis ils m'ont mis, comme j'avais les pieds gelés, ils m'ont donné une espèce de petite crème. Il y avait un officier de l'armée française qui était là, il y avait beaucoup de résistants, qui m'ont choyé, quoi. Et puis, le surlendemain, appelle et il demande tous les Juifs de sortir. Évacuation de tous les Juifs. Je bouge pas, ils m'ont dit de pas bouger non plus. Et les Juifs partent. 2 jours après, grand rassemblement. Ah oui, le jour où il y a eu une sélection pour les Juifs, ils sont rentrés dans les baraques et il y a un SS qui passe et qui me désigne en me disant de me mettre à la queue comme Juif.
Et alors je me mettais à la queue et à ce moment-là, au moment de passer, j'ai vu, enfin j'ai senti une poignée qui m'accroche et qui me tire et qui me met à l'arrière d'une colonne. Et c'était les gars de la baraque, ils étaient costauds. Ils m'ont carrément enlevé et puis ils m'ont caché derrière. Eux savaient que la colonne est passée et je suis resté avec eux. Et le surlendemain, là, il y a eu une évacuation totale du camp. Il n'était pas possible pour moi de faire une troisième évacuation parce que j'avais les pieds gelés, j'avais du mal à marcher. Ça fait que j'attendais le bloc de malades contagieux pour essayer de rentrer dedans. Je savais que soit ils envoyaient des grenades pour les éliminer, soit parfois ils les laissaient et ils étaient délivrés. Alors j'ai tenté mon coup et au moment où je voulais rentrer, il n'y a rien eu à faire. Il y avait un capot devant qui m'a pas laissé rentrer. Donc je me suis éloigné, puis j'attendais. Et à ce moment-là, j'ai vu des gens de l'administration de Flossenburg, déportés, qui rentraient dans ce bloc de malades contagieux. Du coup, je me suis faufilé, et malgré mes pieds gelés et tout, je me suis faufilé. Le capot, m'ayant vu, pouvait pas courir après moi parce que ça aurait fait des vagues. Donc m'a laissé rentrer dans le bloc. Et là, j'ai pu voir un Français qui était malade et qui m'a dit, qui m'a donné une carte pour pouvoir avoir du pain le soir, etc. Et j'ai vu partir les derniers déportés du camp de Flossenburg. C'était le 20 avril, et le 23 avril, on a été libérés. Alors c'était qui? Les Américains. Alors, parmi les plus valides, le 23 avril, parmi les plus valides, on a demandé des volontaires pour aller chercher du charbon, parce qu'il faisait froid. Et ils en avaient pas assez, alors de ce fait, j'y suis allé et on est parti à trois avec une montée là-haut et les deux autres étaient des gens qui travaillaient dans l'administration, donc ils savaient où se trouvait le charbon et ils ont dit il y a une charrette en haut, on n'a donc pas besoin d'emmener une charrette, on trouvera tout là-haut. Alors on monte, c'était sur une espèce de hauteur au-dessus du camp, et on commence à mettre le charbon dans la charrette. Et à ce moment-là, je vois les deux déportés qui étaient à côté de moi lâcher leur pelle et puis lever leurs mains. Alors j'ai fait la même chose parce que j'avais rien entendu du tout, et je me retourne et je vois un homme de couleur, un Américain, en train de nous pointer avec une mitraillette. Et nous pointer, il ne savait plus qui on était ni rien, mais l'un des deux a commencé à courir sur lui pour l'embrasser, et c'est là il a compris qu'on n'était pas, qu'on a été certainement des déportés. Je crois que c'était la première fois alors c'était la 3e armée américaine du général Patton. Qu'est-ce que vous avez échangé avec ces soldats américains lorsque vous avez été en contact avec eux? Alors, et le fait de rentrer déjà dans un camp et de voir ce qui se passait, ça parlait tout seul. J'avais pas besoin de leur dire quoi que ce soit. Sachez néanmoins que le général Patton, quand il est arrivé tout de suite après, a fait venir une vache avec un boucher dans le camp et a commencé à nous donner à manger. En disant, les médecins américains nous ont dit surtout de ne pas manger beaucoup, manger très peu et surtout du liquide. Parce qu'on pouvait en mourir. Et bien entendu, on était en quarantaine puisqu'on était des malades contagieux. Et arrive un capitaine de liaison français qui on lui explique ce qui se passait. Alors il y en a qui étaient dans l'administration, il y avait moi qui était évacué également. Et on était à peu près une dizaine de Français. Alors ils nous ont fait passer par des médecins américains, et comme on n'avait aucune maladie contagieuse, on nous a mis à part. Et le capitaine nous a dit, on vous évacue, dès que j'ai un camion ou un train, on vous évacue du camp. Voilà. Et c'est de là que, après la libération, je me suis promené autour du camp, à l'extérieur. J'ai pu voir le cimetière en me disant, tiens, je vais essayer de voir s'il y a des déportés pour témoigner, pour voir combien il y a de déportés dans ce camp. Et en fait, j'ai pas trouvé, mais par contre, j'ai trouvé un grand monument au nom de l'amiral Canary, que je connaissais pas.
Mais c'est le nom qui m'avait frappé, quoi. Et j'ai su par la suite qui il était et qu'il était enterré là. On a été ensuite évacué du camp de Flossenburg sur des petits camps de travaux forcés en attendant le train. C'était des camps d'Ukrainiens et de Russes, mais volontaires, hein, des Ukrainiens volontaires. Et puis un jour, on a eu l'ordre de rentrer dans les camions, qu'il y avait un train de prisonniers de guerre, dont un wagon était destiné pour nous. Pour les déportés de Flossenburg. De Flossenburg. Et parmi vous, alors, quand vous prenez ce train, il y avait qui? Il y avait des Français? Il y avait que des Français, puisqu'on était évacués vers la France. Il y avait que des Français. Il y avait une petite jeune fille très jeune, une petite jeune fille qui devait avoir 18 ou 20 ans, qui était très malade. Et il y avait parmi nous un docteur alsacien, il nous a d'ailleurs laissé en Alsace, qui m'a dit faut lui donner à boire, faut lui donner sans arrêt à boire. Et puis moi je téléphone à la gare pour qu'on vienne la prendre et la mettre à l'hôpital parce qu'elle est gravement malade. Et puis voilà, c'est ce qui s'est fait. Bon, il y a des petites anecdotes comme ça, c'est où j'étais chercher de l'eau pour elle, etc. Et puis on est arrivé à Paris. À Paris, là c'était la queue. Je me souviens avoir vu des queues de femmes surtout, beaucoup de femmes, qui attendaient les prisonniers de guerre, où il y avait des pleurs, des embrassades, et puis il y avait de la tristesse. Mais la plupart du temps, c'était surtout des prisonniers. Sachez que sur tout un train entier, on avait un seul wagon avec une dizaine de personnes. Je dois reconnaître qu'en Alsace également, on a eu la visite d'un curé qui est venu nous voir parce que les wagons de ravitaillement avaient priorité américain, qui montaient sur Berlin, avaient priorité sur nous, donc on devait attendre quand il y avait que 2 voies. Et souvent, on attendait des journées entières. Et un jour, on a eu un curé qui est arrivé et qui nous a dit de venir, qu'un petit déjeuner était prêt pour nous. Et c'est ce qui s'est passé. On est arrivé à la paroisse. Il y avait du chocolat chaud avec des petits pains et du chocolat. Et la boulangère, malgré les tickets à l'époque, nous a donné chacun une boule de pain. Et on est remonté dans le train. Je me rappelle plus de c'est dommage d'ailleurs, de ce village qui nous a si bien accueillis. Ça, c'est un village alsacien? Oui. Donc ça, ce sont vos premiers instants, finalement, sont vos premiers instants dans le monde libre, entre guillemets. Voilà. Quelles sont les pensées qui vous traversent à ce moment-là? Quel est votre état physique? J'ai eu beaucoup de pensées seulement à la libération déjà. J'avais une telle joie et tout et j'avais qu'un seul regret, c'est que mon père n'éprouve pas cette même joie. Autrement, j'avais l'impression de vivre sur une autre planète. C'était pas même quand je suis arrivé en France, je retrouvais plus cette ambiance. Il y avait quelque chose qui me manquait. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais su analyser non plus. Et après, on nous a mis donc dans les autobus qui nous ont emmenés à l'hôtel Lutetia. Bon, là, je suis passé, comme tous les déportés, à la désinfection. Ils nous ont questionnés pour savoir où nous habitions avant la guerre, etc. Et puis après, avec un peu d'argent de poche, ils nous ont laissés. Ils nous ont emmenés dans un hôtel rue Rambuteau, vers les arts et métiers. Je ne sais pas si c'était un hôtel, enfin, beaucoup de déportés dormaient là. Et le lendemain matin, j'ai pris une douche extraordinaire. Je crois que c'était la plus belle douche de ma vie. Et je suis descendu, n'ayant pas de montre ni rien, je suis descendu au réfectoire et là, il y avait des tables, il n'y avait personne. J'étais étonné parce qu'il y avait quand même beaucoup de déportés qui étaient venus là. Alors je me suis assis, puis j'attendais, et il y a une femme qui est venue me voir en me disant vous savez, il est midi, c'est bientôt ça va être le déjeuner. Parce que j'avais demandé le petit déjeuner, si je pouvais l'avoir. Alors elle m'a dit vous n'aurez pas faim? Je dis si, vous me le donnez. Vous savez que j'ai pris le petit déjeuner et le déjeuner après. et ça s'est bien passé. Ouais. Et votre état physique à ce moment-là, c'était quoi?
Ben, je me sentais fort. Je me sentais fort parce que d'abord j'avais mangé. Sachez que à partir du jour où j'ai été délivré, où les Américains sont arrivés, j'avais toujours ma gamelle à côté de moi et j'avais toujours quelque chose au fond de ma gamelle. Bon, il y a une petite chose que je n'ai pas racontée, c'est que il y a eu les Américains ont demandé s'il y avait quelqu'un, un électronicien parmi nous, qui pourrait réparer les postes de radio qui étaient en panne. La poste. Et alors j'ai levé la main, comme moi j'avais fait un petit peu de radio avant la guerre, j'ai levé la main en disant j'essaierai de vous le réparer. Effectivement, je suis arrivé à réparer. La plupart du temps, c'était des fils qui étaient coupés ou dessoudés, et j'arrivais à les dépanner. Et à chaque fois, ils me donnaient ce qu'on appelait des rations K. Dans cette ration K, ça avait physiquement, ça ressemblait à une cartouche de cigarette, mais dedans, il y avait des biscuits, il y avait un peu de confiture, il y avait tout ce qu'il faut pour la survie. Alors à chaque fois que je réparais un poste de radio, j'avais droit à une ration comme ça. Ça fait que je me sentais plus avoir faim puisque j'avais tout ce qu'il fallait à côté de moi. Donc vous aviez repris déjà quelques forces avant l'arrivée en France. Et j'avais repris quelques forces avant l'arrivée en France. Et ça va très vite à ce moment-là. Ouais. Quel temps s'est écoulé? L'évacuation ou la libération, en fait, ça se passe à quelle date et à quel moment vous arrivez à Paris? Alors, je crois que ça se passe le 23 avril et je suis arrivé au mois de mai à Paris, vers le 15 mai. Donc en fait, il y a en gros 3 semaines entre la libération et l'arrivée à Paris. Oui. Donc vous arrivez à Paris à l'hôtel Lutetia. Est-ce que vous côtoyez à l'hôtel Lutetia des personnes que vous connaissez ou est-ce que vous entendez parler de personnes que vous connaissez? Non. Vous n'avez pas de nouvelles des vôtres? Non, pas du tout. Donc à partir lorsque je suis reparti donc de cette tête de la rue Rambuteau, il pleuvait ce jour-là. Je suis parti, j'étais habillé en uniforme américain et j'avais une tante qui habitait Place de la République, donc de la rue Rambuteau, Arts et Métiers et République, c'était pas très loin. Je suis allé donc là-bas. Malheureusement, il n'y avait personne. De là, j'avais également un autre oncle qui habitait du côté de Belleville. Frère de votre père? Le frère de mon père. Un frère de mon père, oui. Et je suis allé le voir et là, j'ai retrouvé. Il était là. Et c'est là qu'il m'a annoncé... Votre père. Donc, qu'est-ce que vous faites à partir de ce moment-là? Vous habitez chez votre oncle ou comment ça se passe? Alors j'habite... non, j'habite chez une cousine. J'habite chez une cousine qui venait de se marier. Je savais qu'avant la guerre, ils étaient fiancés. Elle était enceinte. Et je vis donc chez elle pendant pas mal de temps, mais quelques jours après, je tombe malade et j'ai le typhus. Alors, à l'époque, trouver des vaccins contre le typhus, ça n'existait pas. Donc, je suis tombé sur un médecin. Il y en a même un qui m'a dit que je passerais pas la semaine, mais je suis tombé sur un médecin qui m'a donné des pilules qu'il avait trouvées. Il m'a dit ça sera un peu plus long, mais on va commencer par ça. Si je peux trouver des vaccins, ça serait mieux, mais sinon on commence par ça. Et puis en fin de compte, il n'en a pas trouvé, et j'ai donc pris ces pilules. Avec interdiction de manger, bien sûr, que des bouillies. Et je ne pouvais pas marcher, mes pieds étaient gelés. Donc il fallait refaire les pansements, c'était pas facile. Mon père a trouvé... il y avait à l'école Hirsch, avenue Secrétan, l'école a été transformée en dispensaire pour les déportés. Et il était là-bas et on lui a dit, voilà, il faut que vous veniez avec lui, parce que sur place, on va peut-être pouvoir faire une chirurgie ou faire quelque chose pour... Et bon, alors j'y suis allé. Je me rappelle, j'avais pris un vélo-taxi. Et j'y suis allé.
Et de là, là aussi, c'était le miracle. On m'a allongé. Le docteur était en train d'être avec une autre patiente. Il était en retard. Alors, il y a une infirmière qui m'a fait allonger. Et arrive à ce moment-là un monsieur qui avait rendez-vous avec ce médecin ou ce chirurgien. Donc nous sommes à l'hôpital et on vous soigne. Oui, on me soigne et à ce moment-là, en attendant, ce monsieur qui est arrivé, en attendant, me regarde mes doigts de pied. Et l'infirmière lui dit qu'il va falloir certainement me couper. Alors, il lui dit, bandez-lui les yeux. Et elle m'a bandé les yeux. Et il m'a dit, à chaque fois que je pique, vous me dites. Et effectivement, à chaque fois qu'il me piquait avec une aiguille, je lui disais que j'avais mal. Alors, ils m'ont enlevé le bandeau en me disant, bon, ben, on n'a pas besoin d'opérer, on va vous mettre, je vais vous fabriquer des moules pour vos doigts et on va vous mettre une espèce de crème dessus. Je crois que c'était un peu de pénicilline. Et j'ai eu, bon, ils sont un peu coupés, mais j'ai eu mes doigts sauvés à cause de ça. Vous voyez, le hasard fait qu'il a fallu qu'il y ait du retard et que c'était un chirurgien qui l'attendait. Un chirurgien américain. Ça, c'est un chirurgien américain? Oui. Ah, d'accord. Donc ça, c'est à Paris, on est bien à Paris. Ça, c'était à Paris, oui. Oui. Et là, j'avais donc retrouvé mon père. Vous imaginez la joie entre nous deux. Et puis, ça a duré, mon typhus qui a duré très longtemps parce que j'avais pas de vaccin ni rien. Le fait que je suis même arrivé à être dans le coma pendant quelque temps. Hein. Ensuite, le fait que une fois que ça allait mieux et ça va pas mieux du jour au lendemain, j'ai dû exactement comme un bébé prendre des bouillies, d'abord du lait. Bien sûr, je buvais 3 litres de lait par jour. Malgré le rationnement, on m'avait donné des tickets pour que je puisse boire 3 litres de lait par jour. Je n'avais que ça. Ensuite, on m'avait accepté des bouillies. Vous voyez ? Et puis, il n'y a qu'au fur et à mesure que j'ai commencé à manger un petit peu plus consistant. Et bien entendu, malgré tout, ne serait-ce que même les 3 litres de lait, je grossissais, je revenais, j'avais plus de force. Le jour où ça allait mieux, où je n'avais plus de fièvre, j'ai voulu me lever et je ne savais plus marcher. Alors, il fallait réapprendre à marcher. C'était pas facile, là aussi le temps est passé. Et puis une fois que c'était fini, j'ai voulu demander donc mes papiers, refaire mes papiers et tout. Et là ils m'ont envoyé, dans un premier temps, ils m'ont envoyé, je crois que c'était l'école Hirsch. Ils m'ont envoyé dans une dans une maison qui se trouverait près de Mâcon, où là on nous a reçus avec quelques prisonniers de guerre également. On nous a reçus et en fin de compte, ça s'est pas très bien passé parce que cette dame, elle a fait paraître dans les journaux comme quoi elle avait des déportés qu'elle gardait chez elle et que si on voulait des nouvelles, les gens pouvaient venir nous voir. Et il y avait beaucoup de personnes qui venaient nous voir tous les matins en nous montrant des photos, etc. Et pour nous faire plaisir, ils nous apportaient des poules ou des œufs, etc. Et elles s'en servaient pour nous faire manger. Alors qu'elles recevaient de l'argent. C'est des petites choses. Et quand je suis rentré à Paris, j'ai pas grossi pratiquement j'ai peut-être pris 1 kilo à peine. Ça fait qu'on m'a renvoyé dans un autre endroit, près d'Amboise. C'était un château qui appartenait à la compagnie transatlantique. Et là, il y avait des prisonniers de guerre. Nous étions que 2 déportés dans ce château. Et là, on nous a soignés, alors vraiment formidablement.
et on a repris tous les deux nos forces. Ça fait qu'au bout d'un mois, on est reparti au bout d'un mois en pleine forme. Donc là, on est toujours en 1945. Là, on est même en 1946. On est même en 1946. Et nous n'avions toujours ni domicile, ni rien du tout. Et il fallait tout recommencer, à faire des démarches. Et ça n'a pas été facile. Sachez que pour reprendre notre appartement, il nous a fallu 2 ans. Alors voilà, parlons-en. Vous quittez un appartement où votre famille, vous êtes locataire ou propriétaire? Nous sommes locataires. Locataire. Et à quel moment vous avez frappé à la porte de votre appartement au retour? Quand j'allais mieux, quand je suis revenu, lorsque je suis revenu de ce château d'Amboise, j'ai frappé à la porte. Et bien entendu, je leur ai dit que j'étais l'ancien locataire et ils m'ont refermé la porte aussitôt. Et alors j'ai dû entamer une procédure, prendre un avocat, et ça a duré 2 ans. La personne qui était derrière la porte lorsque vous avez frappé à la porte, est-ce que vous la connaissiez? Pas du tout. Pas du tout. C'était un boucher, il y avait une boucherie en bas de chez nous. Et il était donc boucher, il avait pris cette boucherie qui appartenait également à un juif, que je connaissais très bien, et au-dessus l'appartement, qui était au-dessus, qui était le nôtre. Et vous avez su comment cette personne avait mis la main sur votre appartement, sur la boucherie? J'ai jamais su, non. J'ai jamais su, mais je pense que, comme il y a eu beaucoup de cas, je pense que ça a dû être facile pour ces personnes de prendre un appartement d'un juif, puisque il était censé ne plus revenir. Et la question donc corollaire, c'est ce procès, vous l'avez intenté contre qui et comment vous êtes organisé? Alors, bon, l'avocat qui s'en est chargé avait l'habitude et il a fait ce qu'il fallait. J'avais très peu de contact avec lui. Simplement, lorsque l'échéance est arrivée, il m'a dit bon, logiquement, on devrait avoir les clés. Et puis ça s'est pas fait. Il a fallu attendre encore pas mal de mois pour que, avec le commissaire de police et la force, on puisse le faire sortir. C'est-à-dire que ce sont les policiers qui ont dû déloger. Voilà. La personne ou la famille qui s'était installée là illégalement. C'est ça. Donc vous avez réintégré cet appartement en 48. Il a perdu d'ailleurs la boucherie également de la même manière, mais la boucherie plus facilement encore. Vous avez réintégré l'appartement en quelle année? J'ai réintégré donc l'appartement et on a essayé ensuite, en même temps plutôt, de retrouver l'atelier où mon père faisait des boutonnières. Là, ça a été plus facile parce que la personne qui occupait donc l'atelier était des imprimeurs clandestins qui ont été, je crois, attrapés quelque temps avant la libération. Donc c'était des résistants. C'était des résistants. Donc il y avait personne dans cet atelier. Lorsque nous l'avons demandé au propriétaire, le propriétaire nous a dit il n'y a pas de problème, vous pouvez donc réintégrer l'atelier, mais à une condition, c'est que j'ai pas été payé pendant je sais plus combien de trimestres, donc vous me devez les trimestres. Et il a fallu donc payer les trimestres. Bon, comme on n'avait pas d'argent, on lui a demandé des traites et on lui a remboursé donc. On lui a remboursé donc les traites qu'il n'avait pas touchées. Concernant les machines, je suis monté revoir l'atelier, l'usine où les machines étaient entreposées. Et là, j'ai pas eu de difficulté non plus. Il m'a simplement dit, il n'y a pas de problème. On vous les apporte, j'enverrai même un mécanicien pour qu'on vous l'installe. Comme c'était sur un banc, on vous l'installe et tout. Je n'ai pas eu de problème de ce côté-là. Donc, à partir du jour où on a eu cet atelier, avant même notre appartement, on a dormi à l'atelier. On dormait, on mangeait, on faisait tout. Notre vie se passait à l'atelier. Comme on travaillait jour et nuit, mon père travaillait la nuit
et moi je travaillais le jour. On s'était arrangé comme ça, parce que moi souvent le soir je voulais sortir avec des copains, et donc on s'était arrangé comme ça. Alors on a calfeutré, c'était dans une cour assez loin de l'immeuble, où il n'y avait que des ateliers d'ailleurs, qui dataient de 1900, avec des verrières, etc. Et on avait calfeutré les fenêtres, tout, pour faire le moins de bruit possible. Et puis on a donc travaillé jour et nuit pendant pas mal d'années. À quel moment vous êtes remis à travailler alors Eh bien, quelle année à peu près? Dès qu'on est arrivé de ce château, où on se sentait déjà plus en forme, on a tout de suite commencé à travailler. Et est-ce qu'à ce moment-là, vous avez fait des dossiers d'indemnisation ou de pension? Non, je ne crois pas que ça existait à l'époque. Il n'y avait que la rue Leroux qui existait, et c'est tout. On avait fait... mon père est décédé en 1953, il n'a jamais touché de pension, ni rien. Alors vous évoquez la rue Leroux, et c'est aussi une partie intéressante, probablement à mentionner en tout cas. Quels sont les contacts que vous avez avec les anciens déportés à ce moment de votre vie? Eh bien, en fait, je pensais qu'on en aurait par la rue Leroux. Et puis, la rue Leroux, c'était tous les déportés un petit peu qui allaient là. Et en définitive, ils nous ont donné des cartes de déportés, avec la possibilité à l'époque de ne pas payer le métro. Enfin, des petites choses, quoi. Mais c'est tout. On n'avait pas grand-chose. Je pense que la rue Leroux a fait des demandes et des dossiers pour qu'on puisse avoir quelque chose à l'époque. Je sais pas, mais je suis pas au courant. À quel moment, si c'est arrivé dans votre vie, vous avez fait un dossier d'indemnisation ou de pension? Oui, il y a eu un moment donné où effectivement les déportés devaient aller voir des médecins, plusieurs médecins même, pour faire un dossier de maladie et pouvoir le transmettre au ministère des Anciens Combattants. Et là, effectivement, j'ai été pensionné. Et ça, vous savez à peu près à quel moment c'est, non? Ça devait être en 54. Ouais. Bon, d'autres questions à ce sujet. Donc, vous m'avez dit, est-ce que vous avez beaucoup de contacts avec les anciens déportés, ceux qui étaient déportés dans les mêmes conditions que vous, je veux dire? Alors, au bout d'un certain temps, au bout de quelques années, il y a eu une personne qui a fondé une amicale, l'amicale de Blèche-à-Mer, où là, tous les déportés de Blèche-à-Mer se sont réunis. Une fois par an, il y avait un banquet et on se réunissait. Et il est bien entendu que c'était toujours la joie. C'était un plaisir d'être ensemble, de se revoir ensemble, de pouvoir faire de l'humour sur ce qui nous est même arrivé. Et j'ai même par la suite emmené mes enfants lorsqu'ils avaient 6-7 ans. Et je les emmenais à chaque fois à ces réunions. Ça fait que ils étaient choyés bien sûr par tous les déportés, mais ça m'a empêché, ou tout au moins je n'avais pas besoin de leur expliquer ce que j'avais vécu. Parce que même à 7-8 ans, il faut faire attention, mais ils ont des oreilles et ils assimilent très bien. Et ça fait qu'ils étaient au courant de tout. Je n'avais pas besoin de leur raconter. Là aussi, même par la suite. J'aimerais bien qu'on essaie de décrire un peu ce Paris des mois qui suivent la libération que vous retrouvez au mois de mai 1945. Comment vous apparaît la ville? Vous m'avez dit à un moment, lorsque vous avez posé les pieds à la gare en arrivant, que vous aviez un sentiment de décalage avec le monde qui vous entourait. Oui, il y avait... bon, je reconnaissais plus obligatoirement ce que j'avais quitté à 15 ans. J'avais plus les mêmes sentiments, peut-être. Ça venait de là aussi. Le fait aussi que les prix dont je me rappelais, prenons le cas par exemple de cerises, parce que c'est ce que j'avais vu en premier, un marchand de 4 saisons avec des cerises,
Et le peu d'argent de poche qu'on me donnait, je me suis dit, mais je vais vivre combien de temps? Peut-être un jour et demi. Ça me paraissait tellement exorbitant, je me suis même dit, il doit faire du marché noir officiel. Tellement ça avait changé, parce que ça n'avait plus aucun rapport. Donc, je me suis dit, il faut qu'on se mette au travail le plus vite possible pour essayer de gagner de l'argent, pour pouvoir vivre. Et ma maladie m'en a empêché. L'autre question qui est liée à la première, c'est donc vous arrivez à Paris en 1945, en mai 45. Quelles sont les personnes à qui vous racontez ce qui vous est arrivé et est-ce que vous le faites seulement? Bon, personne. En fait, ni même dans la famille. Bon, dans la famille un petit peu au début, mais très peu. Pourquoi? Parce que on nous posait pas de questions. Et puis on voulait pas non plus leur raconter des malheurs, tous les malheurs qui nous sont arrivés. Eux en avaient également, vous comprenez? Mais ça nous, à aucun moment on a senti, si vous voulez, le besoin. Et lorsqu'on le faisait, on sentait que les gens regardaient ailleurs, ne s'y intéressaient pas tellement. Ça fait que on a arrêté d'en parler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si je prends, si c'est moi qui parle, je me suis fait une bande de copains de mon âge, donc 20 ans. Et 20 ans, ils ont subi la guerre. Ils ont pas été déportés, mais ils ont subi la guerre avec les rationnements, avec tout ce que ça comporte, interdiction d'aller danser, interdiction de ceci et de cela. Et c'était la joie de vivre pour eux, la libération. Et j'allais pas leur empoisonner l'existence avec mes histoires. Ils voudraient même pas les écouter, peut-être, mais ils n'auraient pas voulu les écouter, mais je voulais pas non plus leur empoisonner cette joie de vivre qu'ils avaient, et pas mon histoire. Donc, j'ai fait abstraction de cette histoire pour essayer de me mêler à eux et avoir cette joie de vivre. Et donc, alors, c'est à partir de quand, à partir de quel moment vous avez commencé à raconter et à qui? Ça s'est fait à partir du jour où il y a eu des petits-enfants. Pas les miens, parce que je me suis marié un peu plus tard, mais lorsque les personnes les déportés qui se sont mariés en 46, 47, 48, 49 ont commencé à avoir des enfants et des petits-enfants. Je crois que ce sont les petits-enfants, quand ils ont commencé à avoir l'âge de 10, 12, 13 ans, voulaient savoir. Parce que c'est quelque chose que ni dans l'histoire, que ce soit dans n'importe quelle école religieuse ou pas, c'est quelque chose qu'on ne racontait pas. Alors ils voulaient le savoir parce que ils étaient curieux de nature et ils se demandaient pourquoi c'était pas raconté. Et ils commençaient à poser les questions. Je crois que ça a commencé par là. Et vos propres enfants alors, vous dites que donc quand ils ont 6-7 ans, vous les emmenez aux réunions de l'amicale de Blechhammer. Jusqu'à l'âge de 12 ans, mettons, 12-13 ans. Et là, ils apprennent en posant des questions ici et là à vos copains déportés? Pas du tout. Simplement en écoutant les uns les autres. Même quand ils faisaient de l'humour en disant tu aurais mangé même l'assiette avec, vous voyez, des choses comme ça. Est-ce que vous leur avez parlé à un moment de leur vie? Non. Eux voulaient pas m'interroger parce qu'ils voulaient pas me faire de la peine et qu'ils ne voulaient pas que je reparte à Auschwitz. Et puis, moi, je voulais pas leur empoisonner non plus leur vie avec mes histoires. Donc, là, si on continue à évoquer cette question du témoignage et du fait d'avoir raconté, à quel moment vous avez témoigné publiquement, puisque là, on passe de la sphère très privée à la famille, aux amis, à quel moment le passage à la sphère publique s'effectue chez vous? À quel moment vous parlez par exemple à des journalistes ou dans des écoles, à qui vous livrez les premiers témoignages publics? Je crois que ça a été il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, on a commencé à nous poser des questions et c'est là que j'ai commencé à répondre. Je travaillais à cette époque-là encore, donc j'avais pas beaucoup de temps, mais comme il y avait des copains qui pouvaient me remplacer dans certains cas,
Bon, je me faisais remplacer. Maintenant, il y a de moins en moins de copains qui peuvent le faire, donc je le fais un peu plus. Donc dans ces cas-là, ça a été des écoles, ça a été des journalistes ou ça a été des... Ça a été un peu de tout. Il y a eu des écoles, il y a eu, il y a eu des journalistes, il y a eu même des écrivains parfois, des historiens, beaucoup moins les historiens. L'autre question qui est liée à tout ça, c'est comment vous avez vécu les 60 ans qui ont suivi, je veux dire, le débat public sur la Shoah dans la société en général, c'est un débat mondial, mais quelles sont les principales étapes pour vous? À quel moment vous vous êtes dit, ah là, il y a une discussion publique, historique sur quelque chose que j'ai vécu? Il y a plusieurs dates, évidemment, mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous? Est-ce que ça commence, par exemple, avec les procès de Nuremberg, parce que ça commence là aussi? Est-ce que c'est l'arrestation d'Eichmann en 1960, enfin le jugement d'Eichmann en 1967? Est-ce que ce sont les procès qui ont lieu en France? Est-ce que c'est le cinéma et le documentaire? Qu'est-ce qui... Je crois que chez moi, ça a commencé par... D'abord, je l'ai raconté à ma femme, mon adorable femme, qui a tout su, qui a eu également deux frères déportés. Donc, en lui racontant tout, elle savait exactement toute ma vie. Je n'ai pas eu beaucoup de peine à lui raconter, parce que j'avais devant moi quelqu'un qui m'écoutait. Et que j'ai jamais ressenti à aucun moment avec d'autres personnes. Et puis, lorsque je me suis marié et que j'allais avoir un bébé, je me suis dit que c'est le moment de le faire. Et un jour, Klarsfeld devait inaugurer le musée de la Shoah à New York. Et quelqu'un parmi l'amicale devait y aller et tomber malade. Alors ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit « Est-ce que tu peux partir à New York ?» Alors j'ai dit « Bon, d'accord ». Et je suis donc parti avec ma femme à New York pour l'inauguration du musée de la Shoah à New York. Et de là, j'ai fait la connaissance d'un journaliste qui s'occupe de mémoire et vigilance à Radio Shalom toutes les semaines, avec qui on a discuté et je lui ai dit il y a un témoignage audio, mais il n'y a pas de témoignage visuel. Et il serait bon de faire un témoignage visuel. Et si vous voulez, comme moi j'ai des caméras et j'ai ce qu'il faut pour le faire, je veux bien vous mettre ça à votre disposition. Et il m'a dit, mais c'est une excellente idée et je vais y réfléchir. Et il n'a pas réfléchi longtemps parce que, arrivé à Paris quelques temps après, on s'est revus et on a commencé à élaborer il m'a dit, voilà, j'ai un film que je voudrais faire sur un directeur d'une école et c'est de là qu'a commencé donc et les témoignages et les films. Lorsque je faisais des films, je pouvais difficilement faire les deux, mais les films m'ont permis également, lorsqu'on projetait les films devant une classe, d'en discuter également. Alors ça, c'est quelle époque? Il y a 6 ans, 7 ans. Voilà. Je faisais également, avant de partir à New York, on le faisait dans les écoles, mais pas régulièrement quand on nous en demandait, mais pas tous les directeurs voulaient le faire. Quel métier avez-vous exercé pendant votre vie, Monsieur Chaument? Alors, j'ai étudié avant la guerre, enfin un petit peu de la radio. J'ai continué après la guerre en faisant des boutonnières pour gagner ma vie. Mais en même temps, en cours du soir, je prenais des cours d'électronique. Pendant pas mal d'années, jusqu'au jour où je me suis lancé là-dedans
en fabriquant des cellules photoélectriques avec des systèmes automatiques d'ouverture de porte ou autre. Et par la suite, j'ai eu l'occasion de travailler avec une marque qui s'appelle Sony, qui venait de démarrer et qui n'était pas connue du tout. Et je me suis lancé à fond là-dedans. Alors, je vais poser une question très générale, mais c'est à vous de choisir ce qui, dans votre vie, est significatif quant à ça. J'avais envie de vous demander en quoi l'expérience concentrationnaire et la déportation avaient infléchi sur le cours de votre existence. Quelle direction ça a fait prendre à votre vie qui vous paraît marquante? En fait, toute ma vie a été axée un petit peu avec Auschwitz. D'abord l'anxiété. L'anxiété que malheureusement j'ai retransmis à mes enfants. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Il y avait le fait aussi, l'instinct. Lorsque je rentre par exemple dans un spectacle, dans un cinéma, je regarde où se trouve la sortie. Et instinctivement, je m'y approche. C'est quelque chose... C'est l'instinct. Moi, j'appelle ça l'instinct. Parce qu'à tout moment, dans les camps, il fallait avoir cet instinct. Savoir où aller, où se mettre, c'est très important. Et donc, influencé par ça. Et est-ce qu'il vous est arrivé de repenser ou de revivre des scènes de la déportation dans votre vie courante après? Qu'est-ce qui vous est revenu le plus souvent? Rien de spécial, en dehors de mon père, rien de spécial. Mais avant mon mariage, oui, j'avais des cauchemars énormes. Je crois que depuis que je me suis marié, beaucoup moins. Je crois qu'elle m'a sorti d'Auschwitz. Et lorsque nous déroulons ce fil du témoignage, il y a une autre chose, ça sera mon avant-dernière question. Lorsqu'on déroule tout ça, est-ce qu'il y a des choses lacunaires? Est-ce qu'il y a des choses que le témoignage ne peut pas exprimer? Est-ce que ça laisse quelque chose en réserve? C'est vrai. J'ai raconté, il n'y a pas très longtemps, avec un peintre qui me disait qu'il s'exprimait mieux quand il écrivait. Et je lui ai dit que c'était le contraire, que moi, dans un dessin ou dans une peinture, je trouvais beaucoup plus de possibilités d'exprimer quelque chose, soit une souffrance, soit un espoir, que les mots humains peuvent exister. Je crois que dans des cas comme ça, comme ce qui nous est arrivé, c'est que de l'inhumain, et même lorsque j'ai fait mon livre, j'ai pas trouvé de dictionnaire inhumain avec des mots inhumains. Et par contre, dans les dessins, j'ai trouvé des formes inhumaines et des statues qui peuvent raconter ce qui est inhumain. Alors mon dernier mot et peut-être ma dernière question consistera à prononcer le nom d'Israël. Avez-vous envisagé dans votre vie, avez-vous pensé à aller en Israël? Y êtes-vous allé? Dans quelles conditions? Est-ce que vous avez pensé à une installation dans ce pays? Alors, j'aurais trouvé, lorsque je suis rentré à Paris, si mon père ne serait pas rentré, je serais parti en Israël, c'est sûr. Parce que je savais que, par mon expérience, que pour les Juifs, il leur fallait un pays. C'était obligatoire. Les gens qui ne pensent pas à ça sont dans le faux. Et à partir de là, même si ça devait me coûter la vie, il fallait que je le fasse et je voulais le faire. J'ai trouvé mon père, c'était mon destin. Et j'étais en Israël il y a pas mal de temps avec mes enfants, dès qu'ils avaient l'âge, j'ai 2 enfants, un garçon et une fille, et lorsque la fille a eu une dizaine d'années, je suis donc parti avec toute la famille donc en Israël, où nous avons séjourné presque un mois, où nous avons visité tout Israël,
avec un guide qui était à l'époque formidable, qui était très bien. Et ça m'a permis donc d'apprécier ce pays. Dire que j'ai voulu y vivre, non. Parce que la vie a fait que je démarrais un métier, il fallait subvenir aux besoins d'une famille, tout ça fait que non. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter ou voilà, libre à vous de dire peut-être quelque chose que vous auriez voulu ou pu dire et que vous n'avez pas eu l'occasion d'exprimer? Non, je peux dire simplement que j'ai eu beaucoup de chance, et énormément de chance d'avoir survécu à cet enfer, d'avoir épousé une femme formidable. J'ai oublié de vous poser une question qu'on avait laissée en réserve. Vous étiez Monsieur Chomantowski et vous êtes André Chauman maintenant. À quel moment avez-vous décidé ce changement d'état civil? En fait, ça s'est fait d'une curieuse manière. J'avais, à l'époque, je voulais m'associer avec un garçon qui s'appelait André. Et on devait donc s'appeler, ça devait s'appeler les établissements Chauman. Et puis, ça s'est pas fait. Et je me suis dit, pourquoi ne pas garder ce nom? Parce qu'en définitive, ma femme était enceinte à cette époque-là. Et je me suis dit, si jamais ils vont à l'école et qu'ils subissent les mêmes actes raciaux que j'ai subis, qui m'a, je vous dis, empêché même de faire mes études correctement, je voulais pas leur donner tout ça, et c'est pour ça que j'ai changé de nom. Et je me suis dit, bon, s'ils veulent absolument par la suite s'appeler Chomantowski, ils pourront toujours le faire, mais j'ai préféré les sauvegarder. Je savais qu'en France, je ne dis pas que la France était antisémite, mais la France a beaucoup d'antisémites dans son sein, et c'est pas agréable pour un juif d'aller dans une école où on est traité de sale juif. Et ça se fait à quelle époque, ça? C'est avant la naissance de vos enfants? Et juste avant la naissance, après mon mariage. Donc à quelle époque à peu près? Ça devait faire en 60 à peu près, en 1960. Et quand vous aviez envisagé de vous appeler établissement Chauman, c'était votre nom, enfin, c'était Chauman? C'est la moitié de mon nom et la moitié de l'autre nom de mon associé. D'accord, voilà. Je vous remercie infiniment d'avoir eu le courage, la force physique et morale de venir ici et de passer tout ce temps avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci, Monsieur Chauman. C'est moi.